France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour le grand forum pour ce lundi 16 janvier. Ravi de vous retrouver, votre talk de fin d'après-midi jusque 18h30 avec tout à l'heure dans la dernière partie. Nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça y est, c'est parti depuis samedi maintenant avec l'entrée en liste donc de l'Algérie et de la Tunisie. Et ce soir du Maroc à 20h contre la République démocratique du Congo. Pour son premier match, la Tunisie a perdu, l'Algérie a fait match nul. On verra ce qu'il en sera du Maroc ce soir. On fera un point complet tout à l'heure dans la dernière partie sur cette Coupe d'Afrique des Nations que nous allons suivre évidemment de très près avec vous. On parlera aussi de télé, des programmes, et puis également l'ami Amar pour l'éphéméride bien sûr, et puis notre coup de cœur justement, jour de match oblige. Eh bien on va encourager les Lions de l'Atlas avec cette chanson. Allez, les Lions de la Tasse ce soir, donc à partir de 20h sur les différentes chaînes de télé. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais bon, en tout cas pour ceux qui veulent suivre la CAN, on vous donne en instantané les résultats bien sûr sur la page Facebook France Maghreb 2. On recevra tout à l'heure, puisque les VTC sont à nouveau dans la rue, ils bloquent en effet depuis ce matin le président secrétaire général des syndicats des chauffeurs privés et VTC. Il s'appelle Sayah Benroun. Il sera avec nous tout à l'heure à 17h pour nous expliquer un petit peu la mobilisation donc bien sûr. L'instant libre antenne tout à l'heure, vous allez pouvoir nous dire ce que vous voulez, parler Yasser Wati ou à moi, faire une petite réflexion, une remarque, ou nous transmettre une information, un bonjour, bref, vous aurez antenne libre pendant 10 minutes de 40 à 50 de 17h à ne pas louper. Le j'aime ou j'aime pas bien sûr tout à l'heure à 17h30, l'avis tranché de notre ami Yasser Wati. Il vous dira d'ailleurs pour qui il va voter tout à l'heure à l'élection présidentielle. Restez là. Et puis le coup de cœur également à découvrir, sans oublier l'actualité bien sûr. Aujourd'hui on va pouvoir discuter, vous poser les questions suivantes sur le sujet de Donald Trump qui provoque l'Europe à quelques jours de son entrée en fonction. Le président élu des États-Unis livre sa vision sur les grands dossiers européens. Angela Merkel, elle a fait une erreur catastrophique avec les réfugiés. L'OTAN, une organisation obsolète, et le Brexit dans tout cela, bien c'est un succès selon lui qui devrait conduire d'autres pays à quitter l'Union européenne. Nous parlerons du communiqué final qui a été minutieusement négocié. La conférence de Paris pour relancer le processus de paix israélo-palestinien a exhorté hier les deux parties à réaffirmer leur attachement à la solution de deux États. Puis l'actualité, c'est aussi le débat un peu plus musclé mais peu suivi hier soir entre les 7 candidats de la primaire de la gauche en France. Nous y reviendrons bien sûr tout à l'heure sur France Maghreb 2, cette émission qui commence comme d'habitude par le fameux zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet tout au long de ce week-end. On commence ce zapping avec le magazine 13h15 sur France 2 qui diffusait et qui suivait le candidat à la primaire de la gauche, Benoît Hamon, qui est parti dans une maison de retraite et il s'est fait il a subi quelques remontrances de quelques retraités. Écoutez plutôt. Elle m'a dit bonjour madame. Bon alors maintenant vous avez rougi du coup. Moi j'ai été ministre de l'éducation pour les petits. Voilà. Bonjour madame. Et maintenant c'est fini. Ah, vous n'êtes pas contente après moi? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Papa, vous avez été trop dur avec François Hollande. Mais trop dur. Mais en fait, j'ai pas été trop dur. Lui, vous trouvez? Je n'ai pas compris ce que vous me disiez à la télé, alors j'ai été obligé d'éteindre. Oui. Est-ce que vous pourriez prendre des leçons de diction? À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Pas sûr qu'il ait envie d'y retourner. On enchaîne tout de suite avec un reportage dont on vous a parlé, diffusé dans le journal de 20h de TF1 de la semaine dernière. L'imam Mohamed Pajrafil, filmé dans nos studios à France Maghreb 2. Il est docteur en linguistique et imam en région parisienne. De cette émission Parler Islam, évidemment, avec l'imam. Dans Parler Islam, chaque semaine, il éclaire les auditeurs. Cet homme, par exemple, ne comprend pas un passage d'un texte religieux. C'est quoi ce prophète de la miséricorde, de Rahma et tout? Il souhaite la mort.
à ses compagnons. Mais lui, il a dit que Dieu les tue comme ils l'ont tué. Non, parce que vous avez pris une traduction littérale, il faut faire attention. Il faut tenir compte des réalités sociales, linguistiques, géographiques de la langue au moment où on traduit. Replacer des écrits anciens dans leur contexte, dissocier aussi le religieux pur de ce qui relève des traditions, comme la séparation des hommes et des femmes à la mosquée. Le but, c'est de faire en sorte qu'ils prient tout simplement comme ça se faisait au temps du prophète. Les hommes étaient devant, les femmes derrière. Et ils priaient ensemble. La séparation des hommes et des femmes, ça n'existe nulle part. C'est une invention qui a été faite par les traditions que l'on peut, sans crainte aucune, qualifier de machiste. Vous pouvez revoir d'ailleurs la vidéo sur notre page Facebook France Maghreb 2, on vous l'a partagé. On enchaîne maintenant avec un faux spot de pub diffusé dans l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier pour se moquer de François Fillon. Écoutez plutôt, c'est plutôt marrant. Ouvert les télécommunications à la concurrence. Vous pensez qu'il y aurait de l'internet en France si on avait toujours France Télécom avec des fonctionnaires? Grâce à François Fillon, nous avons internet en France. Mais ce n'est pas tout. L'électricité en France, c'est François Fillon. L'eau courante en France, c'est aussi François Fillon. Le téléphone, l'imprimerie, la roue, le feu, c'est toujours François Fillon. Et peut-être bientôt, plus de sécurité sociale en France, ce sera François Fillon. François Fillon, le plus grand créateur après Dieu. Enfin, et pour finir ce zapping, un échange tendu qui a eu lieu lors du deuxième débat diffusé hier soir sur BFM TV et iTélé, les deux chaînes d'infos, dont d'ailleurs l'audience fait 1 million de moins que le même débat diffusé sur les deux chaînes d'infos, que le débat donc des primaires de la droite. Échange tendu entre Arnaud Montebourg et Laurence Ferrari à propos du patron d'ITélé. Une chaîne. Vous résistez toujours à la pression des puissants, monsieur Montebourg? Votre chaîne, madame Ferrari, il y a même le propriétaire de votre chaîne qui est allé jusqu'à détruire son outil de travail pour empêcher le pluralisme. Les banques qui prétendent gouverner le pays et qui ont réussi à anéantir toute forme de réforme de séparation qui avait été annoncée. Les grandes entreprises du numérique transnationales qui ont réussi à faire de nous une colonie numérique, presque des États-Unis d'ailleurs. Je veux parler aussi des paradis fiscaux à l'intérieur de l'Europe qu'on tolère en raison de nos accords européens. Il y a donc là... Sur le président de gauche. Qu'est-ce que... Pardonnez-moi, j'essaie de répondre à vos questions, même si elles semblent vous déranger dans ma réponse. Je veux juste terminer ma phrase. Une présidence forte, c'est celle qui défend l'intérêt des Français. Et qui, lorsqu'il y a un certain nombre d'intérêts contradictoires, est capable de dire non. C'est ce qui a manqué ces derniers temps. Nous avons entendu ce qu'était un pouvoir trop faible avec les puissants et parfois trop dur avec les plus faibles. Et concernant la chaîne que vous évoquez, télé, elle est là, elle est bien là, et je la représente ce soir, monsieur Montebourg. Voilà, c'était le seul moment assez tendu finalement de ce débat hier soir qui a été regardé par 1 900 000 téléspectateurs. Ce qui est pas énorme, en tout cas, ce qui correspond à pratiquement 2 fois moins que le deuxième débat des primaires de la droite. On voit en tout cas que cette primaire de la gauche n'a pas l'air d'intéresser grand monde. On verra ce qui va sortir des urnes dimanche prochain. Et d'ailleurs, d'après un dernier sondage, c'est Manuel Valls qui repasse en tête parmi donc celui qui arriverait donc en tête de ce premier tour de la primaire de la gauche. On y reviendra bien entendu si vous le souhaitez. On en reparlera de ce débat. Vous l'avez suivi. Qu'en avez-vous pensé? Est-il monté un petit peu en puissance ou pas selon vous? Est-ce que vous avez retenu quelque chose de ce débat? On en parlera avec vous, mais pour l'instant et avant tout, on va avec Yasser Louati et avec vous, chers amis auditeurs, nous intéresser au cas Donald Trump. Vous savez que c'est dans 4 jours maintenant qu'il va prendre ses fonctions aux États-Unis et il continue de provoquer, et sa dernière sortie, c'est l'Europe. L'Europe doit-il avoir peur de l'élection de Donald Trump? C'est la question qu'on peut se poser dans un instant. Et il va faire froid cette semaine, donc tâchez de vous couvrir, c'est une vague de froid qui traverse l'Europe et donc la France aujourd'hui avec des températures très froides. Je pense évidemment à ceux qui sont en moto en ce moment, ça doit être très compliqué et difficile. Mais bien entendu à ceux et avant tout à ceux qui dorment dans la rue, il y en a malheureusement beaucoup en France, à Paris, dans les grandes villes, avec des températures négatives atteignant les -5, -6, voire -7 degrés dans les tout prochains jours dans Paris. Donc j'ose imaginer ce que ça peut donner dans la grande banlieue. Bon, eh bien j'espère en tout cas que la solidarité va être au rendez-vous pour le coup. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone pour nous joindre et pour échanger avec nous sur l'actualité de ce lundi avant de parler de Donald Trump. Comment ça va, Yasser Louati?
Très bien, toi, Christophe. Eh ben, écoute, ravi de te retrouver, mon cher ami Yasser. Pareil pour moi. Alors, tu vas nous dire tout à l'heure, apparemment, pour qui tu vas voter pour l'élection présidentielle. Absolument, je serai le premier. Soyez là. Ah, oui, il faut être là parce que là, c'est bon, là, je m'engage et je m'exprimerai sur la présidentielle, que ce soit pour la droite ou la gauche, ou l'extrême droite ou l'extrême gauche. Pour qui va voter Yasser Louati? Réponse tout à l'heure dans un peu moins d'une demi-heure. Bien sûr. Bien sûr. Un petit coup de cœur, mon cher ami Yasser? Le coup de cœur aujourd'hui, je l'ai réservé, je préfère pas en parler. Ah. Donc, réponse tout à l'heure, alors. Tout à l'heure, oui. Ouais, absolument. Je rappelle également aux auditeurs, auditrices et à toi, Yasser, qu'on recevra tout à l'heure le président secrétaire général, du syndicat des chauffeurs privés et VTC qui sont à nouveau dans la rue, du côté de Bastille, visiblement. Ils ont bloqué ce matin. Sayan Baroun qui sera avec nous tout à l'heure pour nous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de cette affaire et de ces blocages à répétition. Va-t-on en finir avec ces blocages? Et on posera la question tout à l'heure et pour qu'il tente de nous expliquer ce qui se passe donc concernant le sort des VTC, des chauffeurs privés dont il représente ce syndicat. Donc tout à l'heure à 17h, n'oubliez pas aussi le j'aime ou j'aime pas à retrouver, et puis notre petit espace de libre antenne qu'on a mis en place depuis la semaine dernière et qui marche plutôt bien. C'est un espace durant lequel, et qui dure 10 minutes, de 40 à 50 de 17h. Vous allez pouvoir nous appeler, je prends les appels sans filtrage pour nous dire ce que vous voulez, sur un truc qui vous a interpellé dans l'émission, ou nous transmettre une information, nous dire ce que vous voulez, bref, vous n'hésiterez pas, donc tout à l'heure entre 40 et 50 de 17h. Pour l'heure, mon cher ami Yasser et chers amis auditeurs, 01 40 33 9000, Donald Trump fait-il peur à l'Europe? Pourquoi? Eh bien, à 4 jours de son entrée en fonction, il a donc choisi de s'adresser à l'Europe. Dans un entretien au Times britannique et au Bild allemand, Donald Trump livre sa vision des dossiers européens à coup de formule choc, Brexit, immigration, défense. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le 45e des États-Unis, président des États-Unis, ne semble pas trop s'embarrasser des conséquences. Sa vision risque de froisser certains alliés de Washington. Tout d'abord, Yasser, première question avant de vous donner un petit peu ce qu'il a déclaré au cours de cette interview. Donald Trump est-il vraiment un président comme les autres? Non, absolument pas. Je veux dire, il l'a prouvé depuis qu'il s'est engagé en politique. Bon, faut quand même pas oublier que la raison pour laquelle il s'est engagé pour devenir président, c'est lorsque Obama s'est moqué de lui au dîner de la presse. Je crois que c'était en 2011 où il s'était moqué de lui, il avait vraiment tourné en ridicule. Et puis depuis, entre ses tweets, ses frasques sexuelles, ses déclarations racistes, ses connivences à gauche et à droite, les moqueries vis-à-vis des minorités, les musulmans, ses moqueries par rapport aux vis-à-vis des handicapés. Et puis le fait, si Trump existe aujourd'hui, c'est que le système l'a permis. Donc le système américain est en partie responsable. Et le premier parmi ces responsables, c'est le Parti républicain qui emporte l'entière responsabilité pour avoir accepté le discours de Donald Trump, parce que il tapait sur les musulmans, ça allait, sauf que le problème, oui, mais Frankenstein maintenant est hors de contrôle, et c'est tout le monde qui va payer. Alors, le Brexit est une grande nouvelle pour les États-Unis, selon Donald Trump. D'ailleurs, le président élu annonce vouloir rapidement rencontrer la première ministre Theresa May pour définir un accord commercial avec le Royaume-Uni. L'Union européenne n'est quant à elle qu'un véhicule pour l'Allemagne qui profite de l'Europe, estime Donald Trump. Le président élu prédit que d'autres pays suivront l'exemple du Brexit. Donald Trump est très attaché à l'Écosse dont sa mère était originaire. C'est également le cas pour l'Allemagne où son grand-père était né. Un sentiment qu'il n'hésite pas à partager. Je propose d'écouter un extrait de cette interview. J'adore l'Allemagne, j'aime l'ordre, j'aime quand les choses sont bien faites, j'ai beaucoup de respect pour Angela Merkel. Je pense qu'elle était une grande dirigeante et je pense qu'elle a commis une erreur absolument catastrophique en acceptant de recevoir tous ces immigrants illégaux. Personne ne sait vraiment d'où ils viennent. Je vais la rencontrer, je la respecte et je l'apprécie, mais je pense qu'il s'agit d'une erreur. Les gens font des erreurs et celle-là en est une grande. Grande erreur donc pour Donald Trump, donc à l'encontre de Angela Merkel. Est-ce que pour toi, Yasser, Angela Merkel a commis une erreur à la dimension de Donald Trump qui n'hésite pas à parler de grande erreur en accueillant tous ces migrants illégaux? Je pense que si on refusait les migrants, ses parents n'auraient pas été acceptés aux États-Unis, ou ses grands-parents. Donc non, je veux dire, c'est dans l'air du temps tout ça. C'est qu'on fait des déclarations sans se soucier des conséquences, si c'est vrai ou pas. Donc non, ça n'a pas été une erreur, heureusement. Et puis de toute façon, faut pas oublier que les dictatures qui prospèrent dans différents pays, prospèrent parce qu'elles ont aussi des accords bilatéraux avec différents pays européens. Par contre, oui, c'est à l'honneur de l'Allemagne d'avoir pu accepter autant de réfugiés. On voit bien que le modèle allemand réussit beaucoup plus que le français, mais
mais bon, c'est pas Trump qui va dire l'Allemagne a bien fait, alors que lui-même prône la construction d'un mur entre lui et son voisin mexicain. Justement, tu ne crois pas si bien dire, puisque l'immigration est un fléau aux yeux du milliardaire qui compte donc murer la frontière avec le Mexique et bloquer l'accès de son pays aux musulmans. De sécurité, il en a également été question avec l'OTAN, un outil obsolète, estime donc Donald Trump. Mais celui qui prendra ses fonctions ce vendredi ne propose pour l'instant aucune alternance ou alternative. Un discours qui pourrait bien hériter encore plus donc les dirigeants européens. À la question toute simple, est-ce que Donald Trump fait-il peur à l'Europe? Yasser, t'as ta petite idée? Comment va se passer un petit peu les relations d'après toi avec Donald Trump donc qui s'attaque ouvertement aux Européens dans cette interview? Comment les Européens vont-ils l'accueillir? Les Européens, dès qu'il s'agira d'accords commerciaux, ils travailleront très bien avec Donald Trump. Faut pas être naïf et croire que pour des raisons morales, l'Europe va condamner les positions de Donald Trump. Sinon, on aurait condamné bien des responsables politiques au sein même de l'Europe, à commencer par Marine Le Pen ou bien Nigel Farage, quand ils étaient encore. Ah, Marine Le Pen, qui était du côté de la Trump Tower, d'ailleurs, sans rencontrer Donald Trump. Ouais, elle a voulu son sucre, elle l'a pas eu. Voilà, c'est ça. Allez. 01 40 33 9000 justement pour répondre à cette question. Donald Trump et les dirigeants européens. Est-ce que la guerre est ouverte ou alors, comme dit Yasser? Non, il n'y a pas de guerre ouverte, Christophe. Non, quand les accords commerciaux continueront. Le capitalisme n'a pas de religion, n'a pas de visage, n'a pas de race. Voilà, il trouve. Donald Trump est un homme d'affaires avant d'être un homme politique, d'accord? C'est un homme d'affaires. Donc son souci, c'est de faire prospérer le business familial et l'Europe l'aidera là où elle pourra, et là où les banques et la haute finance auront des intérêts mutuels. Faut pas croire que l'Europe a une position morale sur n'importe quelle question. Nous faisons face à une Europe qui est dictée par la grande finance, et leurs intérêts convergeront avec ceux de Trump. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors l'OTAN, cela dit, se dit inquiète de ces déclarations. Selon le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank Wallenstein, s'est entretenu ce matin avec le secrétaire général de l'OTAN à Bruxelles. La meilleure réponse, c'est l'unité des Européens, estime donc pour sa part le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault. L'unité, t'y crois toi mon cher ami Yasser? L'unité européenne? On voit qu'elle est partie un petit peu en déconfiture quand même, cette unité. Est-ce qu'on a eu l'unité européenne pour aider les Grecs ou aider les Espagnols ou les Portugais? Est-ce qu'on a eu l'unité européenne pour la crise des réfugiés? Est-ce qu'on a eu l'unité européenne face au drame des Palestiniens, des Syriens? Est-ce qu'on a eu l'unité européenne pour avoir une politique étrangère cohérente avec les valeurs prônées par cette Europe dite sociale? Non, on veut dire l'unité, c'est une espèce de attrape-nigo qu'on balance aux uns aux autres pour faire croire que l'Europe a été construite sur des valeurs humaines. Non, absolument pas. L'Europe qui a été construite a été l'Europe des entrepreneurs, point barre. Et sur sa position, dire le Brexit est une bonne chose, et il est sûr, lui, que d'autres pays en feront de même, d'autres pays européens. C'est pas là-dessus, c'est possible. Ouais. C'est possible. Non, les discours populistes en Europe, en pignon sur rue. Il n'y a pas de contre-discours cohérent, que ce soit à l'échelle européenne, au niveau des institutions, aussi bien qu'au niveau des différents pays membres. On n'est pas à l'abri demain d'un Grexit ou d'une sortie de n'importe quel autre pays. Non, on n'a pas voulu. On s'est tué face à la montée de l'extrême droite et des populismes. Oui, mais quand les populistes maintenant qui ont une part significative du pouvoir électoral au niveau européen feront basculer la balance pour une sortie de leur pays respectif, faudra pas s'étonner. Alors, pour Donald Trump, qui inquiète également Pékin, deux influents géants chinois le mettent en garde aujourd'hui pour dire que la Chine ne prendra plus de gants s'il continue à provoquer au sujet de Taïwan. Il y a quelques jours, donc, le futur président américain a estimé que la politique d'une seule Chine suivie par Washington, qui implique donc l'absence de relations diplomatiques avec Taïwan, cette stratégie était négociable. Hier, le chef de la CIA a conseillé au haut milliardaire président Trump de se discipliner au nom de la sécurité des États-Unis. Vous vous rendez compte, le chef donc qui demande à Donald Trump de se discipliner. On a l'impression que ça va partir dans tous les sens et que ça va être une hyper-présidence à coup de buzz. Yasser. Là-dessus, moi ça me surprend pas. Surtout, on est en fait à quelques jours de sa prise de fonction effective. Donc oui, les différentes institutions ont raison de s'inquiéter. On a un professeur d'ailleurs qui disait une chose assez intéressante au micro de CNN.
C'est Alan Lichtman qui, je sais plus dans quelle fac, est-ce qu'il est, voilà, c'est à l'université de Washington. Il disait en fait que il y a de fortes chances pour que Donald Trump soit en fait démis de ses fonctions parce qu'il est complètement intenable et instable. Et en plus maintenant avec ces histoires de dossiers sulfureux détenus par les Russes, oui, il y a des chances que à terme l'establishment américain se dise écoutez, celui-là est beaucoup trop embarrassant, ils manqueront pas de prétexte pour le faire. Scandale veut dire sexuel, financier, corruption, j'en sais trop rien. Et dans ce cas-là, le remplacer par son vice-président Mike Pence, qui lui en fait fait partie de l'establishment et donnera des gages de stabilité à ceux qui dirigent en coulisses. Donc oui, que Donald Trump continue à fanfaronner. Je veux dire, c'était parfaitement prévisible. Ouais. Par contre, je veux dire, voilà, là, il commence à titiller les Chinois. Voilà. Et Obama veut dire, n'a pas fait grand-chose face à l'hégémonie grandissante de la Chine dans son giron. Ouais. L'engagement de sa troupe dans l'océan Pacifique. Continue Donald, et tu verras bien. Ouais. Vos appels et vos questions, vos avis surtout donc sur l'hyper-présidence qui s'annonce donc de Donald Trump au 01 40 33 9000 si vous souhaitez nous en parler. Bien sûr, vous êtes les bienvenus avec Yasser Louati aujourd'hui. Alors on a du mal, c'est vrai, à comprendre finalement Donald Trump puisque il est, on sait, pro-russe, hein, et en même temps la Russie, qui sont souvent d'ailleurs dans beaucoup d'affaires dans le monde avec les Chinois. Et là, Donald Trump n'hésite pas à titiller les Chinois. Attention, on ne rigole pas trop avec les Chinois, ça peut aller jusqu'où cette histoire, Yasser? Est-ce que... Non, je veux dire, on n'est pas dans la cour de récréation où ils vont s'attraper par le col et se bastonner. Non, ouais. Je veux dire, là, on est vraiment, je veux dire, la Chine, elle est établie, elle a ses réseaux, je veux dire, faut pas non plus on va pas voir un premier ministre chinois s'engager dans une guerre escalade verbale avec Trump. Non, les institutions reprendront le relais pour, voilà, protéger les intérêts mutuels. Par contre, oui, encore une fois, Trump montre qu'il est vraiment ingérable. Et je pense pas que c'est dans l'intérêt de l'establishment américain, des institutions, du renseignement, des militaires, et je ne sais trop quoi, d'avoir un président qui peut vous déclencher une guerre ou qui est partant pour dire tout et n'importe quoi et provoquer crise diplomatique après crise diplomatique. Surtout que les Américains maintenant s'inquiètent du recul de leur influence à travers le monde, et la preuve en est, c'est que si les Américains s'engagent de plus en plus de campagnes militaires à travers le monde, c'est bien parce qu'ils veulent justement protéger cette hégémonie-là. Or, Donald Trump est justement en train de la délégitimer. Et puis un lien avec le sujet que l'on va aborder aussi dans un instant, Donald Trump qui visiblement envisagerait ou aurait promis même d'ailleurs de déménager l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui là pourrait peut-être enclencher une certaine escalade dans le conflit. En tout cas pas vraiment vers la paix, hein, pour le coup. Ouais, bon, est-ce qu'il y a vraiment la paix déjà? Non, ça c'est sûr. Voilà, donc on a en plus maintenant Abbas qui menace qui dit que ça serait la fin de la solution à 2 États. Bon, déjà, d'un point de vue d'une personne qui a perdu toute légitimité populaire de là où il parle, ouais, bon, non. Maintenant, la question qui se pose, c'est, voilà, quelles sont les alternatives? Je veux dire, si demain Trump décide effectivement de bouger l'ambassade, ou plutôt de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem, qui pourra y remédier? Ouais, qui pourra y remédier? Je veux dire, concrètement parlant, c'est pas un truc qui fait plaisir. On est vraiment de manière réaliste. Si demain il se décide à le faire, quelles sont les puissances en place ou les pouvoirs en place qui l'empêcheront de le faire? Alors justement, puisqu'on en parle, d'ailleurs, les médias n'en ont pas vraiment beaucoup parlé de cette histoire, de cette solution des 2 États palestiniens et israéliens, réitérée hier à Paris. Yasser, 75 pays étaient réunis à l'initiative de la France pour une paix durable au Proche-Orient. Une conférence sans les 2 principaux concernés. Les participants ont mis en garde contre toute action unilatérale, notamment sur la question des frontières et le statut de Jérusalem. L'autorité palestinienne se félicite, Israël de son côté critique. Officiellement, les Israéliens campent sur leur position. À leurs yeux, la conférence de Paris éloigne les perspectives de paix. Ils appellent une fois de plus à des négociations bilatérales. Ils rejettent le tracé des frontières de 1967, qualifiant d'absurdité le fait, en tout cas pour eux, de considérer le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem et les murs d'élémentation comme un territoire occupé.
mais les responsables israéliens ne cachent pas une certaine satisfaction. Cette déclaration finale a été considérablement adoucie, relève-t-il. Elle ne reprend pas les passages qui jugeaient les plus problématiques de la récente résolution onusienne condamnant la colonisation, une flagrante violation du droit international selon le texte adopté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La conférence de Paris, elle, ne va pas jusque-là. Ceci est la conséquence de la réaction forte après le vote à l'ONU, se félicite le ministère israélien des Affaires étrangères. Quant aux suites de cette conférence, donc, qui inquiétait également le gouvernement, Netanyahou a été rassuré par le secrétaire d'État américain sortant. John Kerry l'a appelé de Paris pour lui dire qu'il n'y aura pas de nouvelle résolution de l'ONU à la suite de cette rencontre. Donc, est-ce, Yasser, une rencontre pour rien? Ce sera la énième. Et puis comment prendre au sérieux l'initiative européenne quand François Hollande lui-même s'est fait dicter son communiqué de presse pendant les bombardements de Gaza? Je veux dire, il y a un moment, faut arrêter de jouer au bon flic, mauvais flic. Je veux dire, la colonisation des territoires palestiniens par Israël continue, la destruction de leur patrimoine culturel continue, le blocus de Gaza continue, et sans que personne ne s'en émeuve. Donc non, faut arrêter de nous prendre pour des billes. Non, Israël sait très bien que les Européens n'iront pas jusqu'au bout. Elle sait très bien que les États-Unis n'iront pas jusqu'au bout. Donc encore une fois, la question qui se pose, c'est quelle alternative? On veut dire, je parle à Paris où des mouvements de solidarité et de résistance comme BDS ont été criminalisés. Comment voulez-vous qu'on arrive à une déclaration contraignante pour une puissance qui ne se gêne pas de renvoyer dos à dos aussi bien l'ONU que le reste de la planète quand on parle d'occupation illégitime? Quoi qu'il en soit, il y a eu des manifestations hier à l'occasion de cette conférence de Paris, notamment à l'appel du CRIF, qui considère ce rendez-vous, cette conférence comme une insulte faite à Israël. Et pour rappeler donc la volonté des Juifs, c'est ce qu'ils ont déclaré donc au travers des discours assez haineux, notamment d'un certain Maher Habib que vous connaissez, Yasser. Ouais, bon, à un moment, faut arrêter que le CRIF s'arrange le droit de parler au nom des Juifs. Pour moi, ce discours-là est extrêmement dangereux. Ça voudrait faire porter aux citoyens de confession juive la responsabilité des crimes de l'État israélien. Je pense pas qu'ils en soient personnellement responsables. Deuxièmement, le CRIF, c'est quoi? C'est une organisation française ou le porte-voix du gouvernement israélien? C'est plutôt la deuxième option, visiblement, d'après ce qu'on voit. Dans ce cas-là, qu'il assume et qu'il arrête de dire la République, la France et je ne sais quoi. Dans ce cas-là, qu'ils assument publiquement être un faire-valoir de la politique israélienne. Et dans ce cas-là, on saura à quoi s'en tenir. La question toute simple, Yasser. 68 pays qui se réunissent à Paris pour essayer de parler de paix, pour une solution à deux États. Ils n'y arrivent pas. Est-ce que la paix est devenue utopique aujourd'hui dans cette région du monde? Absolument. Absolument. Est-ce qu'on a vraiment nos gouvernements agissent parce qu'il n'y a pas d'initiative populaire. Tant que les peuples continueront à croire qu'ils sont à l'abri de ce qui se passe à l'étranger et qu'ils se désolidarisent des autres peuples opprimés, leurs gouvernements continueront à aller là où les rapports de force sont en leur faveur. Point barre. Oui, vous y croyez vous à cette paix? Pas grand monde n'y croit, franchement. En tout cas, au travers de ce que l'on peut voir dans l'actualité et de ce qui également se dessine auprès des différents politiques à venir. On en reparlera si vous le voulez tout à l'heure avec vous. 01 40 33 9000. Dans un instant, Yasser Louati qui est avec nous aujourd'hui va nous dire pour qui il va donner sa voix, son vote pour l'élection présidentielle. Soyez là, puis on recevra aussi à 17h le président secrétaire général du syndicat chauffeurs privés et VTC qui sont de nouveau dans la rue aujourd'hui. Pourquoi? Jusqu'où ça va aller et quelles sont leurs revendications? On va tâcher de comprendre avec lui puisqu'il sera notre invité dans quelques instants sur France Maghreb 2 dans l'émission LGF le Grand Forum sur France Maghreb 2. LGF le Grand Forum, merci d'être avec nous lundi avec Yasser Louati aujourd'hui sur France Maghreb 2. Dans quelques instants, retrouver son avis tranché pour nous dire pour qui il va voter à l'élection présidentielle. Donc à suivre dans quelques instants. Alors pour cette conférence qui avait lieu hier à Paris, qui a réuni quand même 68 pays, sans la présence d'ailleurs des deux intéressés, ni Israël ni Palestinien étaient présents bien sûr. Avec Méziane, la paix est-elle possible dans cette région, Méziane? Allô, salam alaikum. Salut Méziane. Oui, je pense pas qu'elle soit possible à partir du moment où l'ONU est dirigée par les 5 puissances mondiales, puissances militaires et économiques, c'est-à-dire les 5, je les rappelle pas parce que vous les connaissez, mais entre autres l'Europe et les États-Unis, qui sont d'une certaine façon qui nous prennent pour des imbéciles, et où tous les gouvernements des pays arabes en général ne sont que des marionnettes
À partir de là, je crois qu'il faut plus faire confiance au gouvernement des pays arabes, quels qu'ils soient, parce que ils sont plus ou moins à la solde de ces de ces deux grandes puissances, Europe et États-Unis. Et donc, moi, je crois que c'est encore une supercherie pour amuser la galerie. Et puis, voilà, comme on dit, les chiens aboient et la caravane passe et ils nous font croire qu'ils vont travailler pour la paix. Et dès qu'il y a des résolutions, il n'y a personne qui les applique, puisqu'ils n'en envoient pas des soldats de l'ONU. Donc, c'est du blabla. Et je crois qu'il serait temps que les peuples puissent voter comme un référendum pour trancher, parce que les hommes politiques sont à la solde des puissants économiques. Donc je crois que ce n'est plus une affaire de politique au sens noble, mais c'est une histoire d'argent. Et c'est une histoire les pays arabes, sont les dirigeants des pays arabes sont à la solde de l'Europe, puisqu'on les maintient, on les aide lorsqu'ils vont dans leur sens, et puis lorsqu'ils vont dans l'autre sens, on les boycotte. Alors je crois qu'il faut arrêter de croire au Père Noël, et je pense que les seules résolutions qui n'ont jamais été appliquées, ça c'est toujours en faveur d'Israël. Lorsqu'il s'est agi de la Yougoslavie, ils ont réglé le problème. Lorsqu'il s'agit de l'Irak, ils interviennent. Au Mali, ils interviennent. En Libye, ils sont intervenus. Bon, c'est ce que ça donnait. Mais lorsqu'il s'agit d'Israël, on a l'impression que ce sont des intouchables. Je parle pas du peuple israélien, je parle des gouvernants et des sionistes. Donc, je crois qu'il est temps que ce cinéma s'arrête. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et il faudrait faire voter les peuples qui n'ont aucun intérêt à défendre plus l'un que l'autre, mais au nom de la justice et de l'humanisme, tout simplement. Parce que les Palestiniens, ils ont souffert, ils continuent à souffrir, et tout le monde le voit. Et les peuples, ils sont impuissants apparemment, puisque ce sont nos gouvernants. Merci. Merci Méziane pour votre lecture, en tout cas, que vous en faites. Donc, sur le schéma qui vient d'être proposé par Méziane, Yasser, est-ce que tu partages en partie ce qui vient d'être dit? Ouais, tout à fait. Je pense qu'il a résumé la situation. Ce qu'il a dit n'est pas la science-fiction. Oui. Alors justement sur les pays arabes, puisqu'il en a parlé aussi, les pays arabes, on le voit à la télévision, qui nous offre des constructions de ouf là pour quelques États, quelques émirs en tout cas, qui proposent de faire à chaque fois au plus grand, etc. Et donc un argent considérable dépensé. Un argent qui ne viendra pas pour aider justement les Palestiniens et la paix, en l'occurrence dans cette région. Finalement, ils en ont rien à faire de la paix entre Palestiniens et Israéliens, eux. Déjà, est-ce que cet argent finance la justice sociale sur place? Est-ce que cet argent va déjà en partie pour couvrir les besoins des pauvres? Non, veut dire. Et ces dirigeants-là, quelle légitimité ils ont aux yeux de leur peuple? Donc une personne qui vient au pouvoir, qui n'a pas de légitimité populaire, il est facilement renversable par ceux qui l'ont mis au pouvoir. Et ceux qui l'ont mis au pouvoir ne sont pas enchantés par une paix entre Palestiniens et Israéliens. Donc on voit bien que tout le monde fait partie du même problème. Oui. Votre avis, évidemment, nous intéresse. 01 40 33 9000. N'hésitez pas donc à nous donner votre avis sur le sujet, sur cette conférence de Paris qui a réuni 68 pays hier en France, donc, et qui n'a pas sollicité d'ailleurs. Est-ce que tu peux peut-être essayer d'analyser cela, mon cher ami Yasser, les médias qui n'ont quasiment pas parlé de cette conférence qui était somme toute quand même assez importante et qui a constitué donc un rassemblement assez important de 68 pays, ce qui n'est pas rien, sans aucun mot dans les médias français. Est-ce que c'est une volonté aussi de ne pas ébruiter trop cette affaire? Oui, c'est parce qu'elle va à l'encontre de la position officielle israélienne. Donc forcément, il faut pas alimenter l'idée comme quoi Israël serait isolé sur le plan international. Je parle déjà d'un point de vue de l'opinion publique internationale, qu'il faut pas en plus alimenter le contre-coup ou plutôt la conséquence directe du fait que les États-Unis ont soutenu ce que le Conseil de sécurité a fait passer il y a quelques jours. Donc non, on est vraiment pas dans une situation où les médias voudraient justement asseoir cette idée-là. Par contre, je pense qu'aussi l'opinion française est un peu fatiguée de ces conférences. Tous les 2-3 ans, on nous fait une conférence qui n'aboutit à rien. Donc oui, moi le premier, j'ai même pas suivi les résultats, j'ai pas suivi son déroulement parce que je n'y croyais pas du tout. Je savais qu'elle était organisée. Et après. Allez, avant de retrouver l'avis tranché, on va prendre l'avis de deux auditeurs. Adèle, salut Adèle. Non, Abdel. Abdel, pardon. Tu nous appelles d'où, Abdel? De Massy. De Massy, on t'écoute, Abdel.
Donc je reviens sur la question là par rapport à la réunion qu'il y a eu là pour la Palestine, quoi. Ouais. Donc en fait c'est comme d'habitude, hein, c'est un écran de fumée. Il y a rien qui change et dans 20 ans c'est toujours pareil. Et je rebondis sur un de vos auditeurs qui avait parlé et j'étais tout à fait d'accord avec son avis. Pour moi la seule issue, et c'est malheureux à dire et je le dis franchement et honnêtement, il faut prendre les armes. Il y a que comme ça. Ça fait 70 ans que ça dure. Ça va durer encore 70 ans. Voilà. On regarde l'Algérie. Ils ont combattu pour leur indépendance. Ça fait 1,5 million de morts, mais ils ont eu leur indépendance. Le dialogue, ça sert à rien. Bon. Vous m'excuserez de le dire, mais c'est comme ça. C'est votre avis, Abdel. Merci à toi en tout cas de l'avoir donné. Et puis Sofiane Lagdari de la team LGF. Salut Sofiane. Oui, salut Christophe, salut Yasser. Salut tout le monde. Salut. Juste pour aller dans le sens de Yasser et des deux auditeurs sur la conférence qui s'est passée sur Paris, avec un silence absolu au niveau des médias, à juste titre en vérité, parce que en vérité les gens qui ont participé, on a une administration américaine qui lui reste que 4 jours, et on a en même temps un président Hollande qui n'a eu même pas le courage de se représenter vu son bilan catastrophique. Après, légitimité auprès des Israéliens et des Palestiniens. Déjà, au niveau palestinien, il l'a bien dit, Yasser, que Mahmoud Abbas n'a aucune légitimité sur le plan populaire, ni sur le plan institutionnel. C'est un président qui n'est pas en exercice en vérité son mandat expiré depuis 3 ans, sauf qu'il n'a pas renouvelé, il n'a refusé de se représenter ou de présenter des élections libres en Palestine. Et deuxième chose, ce que je voulais dire juste pour la question de 2 États, même la question de 2 États, c'est-à-dire revenir aux frontières de 67, c'est-à-dire la Palestine sur 20% de son ancien territoire. Même ça, les Israéliens n'en veulent pas. Et il faut rappeler qu'en 2002, lors du sommet de Beyrouth, le roi d'Arabie Saoudite, Fahd Ben Abdelaziz à l'époque, il avait fait une proposition, et les pays arabes, les dirigeants arabes en vérité, parce qu'ils n'ont pas consulté les populations, ils ont proposé une solution à 2 États et en contrepartie une reconnaissance totale d'Israël. Sauf qu'à l'époque, il y avait Ariel Sharon, et il a répondu par une deuxième intifada, par un gazage complet de Gaza, on se rappelle, au phosphore blanc. Malheureusement. Voilà, la conclusion, c'est que Israël ne veut pas la paix, et l'arrivée de Trump, moi je pense qu'elle est plus bénéfique aux Palestiniens, parce qu'en vérité, il dit que les négociations ne servent absolument à rien. Il vous reste une seule solution, chers patriotes palestiniens, c'est de vous révolter, et de se révolter de la meilleure manière qui soit. Merci Sofiane pour votre avis et pour votre lecture. À très vite. Et puis un petit mot aussi, un autre grand rendez-vous attendu, Yasser, dans une semaine, les négociations de paix pour la Syrie à Astana au Kazakhstan. Tous les groupes rebelles iront tous, ont donné leur accord, en tout cas c'est ce qu'affirme ce matin Mohamed Alouche, l'un des dirigeants du groupe rebelle Shaïf el-Islam. Des pourparlers mal embarqués au regard de ce qui se passe sur le terrain. Des combats repris dans la région de Wadi Baraba qui abrite les sources d'approvisionnement en eau potable de Damas. 7 personnes ont été tuées dans des bombardements. Est-ce que tu crois, toi Yasser, à ces négociations de paix au Kazakhstan? Moi, je reste toujours sceptique sur les grandes conférences et les grandes messes internationales. Par contre, oui, c'est quand même un bon signe que tout le monde soit présent. Ouais. A priori, tout le monde y sera. C'est ce que nous dit. C'est déjà un bon début que ce soit une conférence où tous les acteurs, tous les protagonistes sont présents. Après, on verra. On verra. Donc ça se passera dans une semaine. On aura évidemment l'occasion d'y revenir et d'en parler. Avant de parler, d'ouvrir un petit peu le débat concernant les VTC et les chauffeurs privés avec normalement on devrait l'avoir, j'espère. En tout cas, d'ici quelques instants, le président secrétaire général des chauffeurs privés et VTC pour nous parler donc de ces différents blocages. Et une nouvelle fois ce matin, donc un nouveau blocage a été fait. Ils sont visiblement du côté de la Bastille. En tout cas, c'est ce qui était le cas tout à l'heure. On verra cela avec eux. Puis avant de parler aussi de ce débat, le deuxième débat des primaires de la gauche qui avait lieu hier sur BFM TV et iTélé. Un débat qui n'a pas été énormément suivi, Yasser, une audience assez médiocre. Comparé en tout cas au deuxième débat des primaires de la droite, c'est quasiment 2 fois moins de téléspectateurs devant leur télé. Donc finalement, peut-être que les téléspectateurs ou les auditeurs aussi commencent à fatiguer de ces différentes primaires. Ou peut-être, Christophe, ou peut-être que la gauche n'est pas assez radicale face à la droite qui s'est elle-même radicalisée. Ah, peut-être. Alors là, il va falloir lancer un petit message donc dans ce sens à Manuel Valls qui pourrait aller très loin lui, peut-être se radicaliser encore un peu plus, on ne sait pas. Affaire à suivre. Allez, il est pile 17h, on est à l'heure mon cher ami Yasser pour la vie tranchée. T'es prêt? Le jingle.
Et il va falloir être à l'écoute puisque notre ami Yasser Louati, ici présent dans cette émission, va nous dire, il va vous dire, messieurs, dames, pour qui il va réserver sa voix pour cette élection présidentielle qui arrive à grands pas dans 3 mois maintenant. Yasser Louati, nous t'écoutons. 10 secondes comme d'hab. Ouais. Toujours, pour se préparer. En fait, c'est que le matériel n'est pas encore branché et là, je suis en train de le faire. C'est pour ça. Ah, d'accord, oui, donc c'est pas prêt alors. J'ai pas d'assistant, moi, contrairement à toi. Ils sont où mes assistants, Yasser? J'en sais rien. Je sais que tu les caches, mais en tout cas, le travail est tellement bien fait qu'on se demande comment tu travailles. Écoute, c'est du fait main, ça. Tout est préparé, millimétré, tout seul. Voilà, comme un grand. Donc ça voudrait dire que je travaille pas assez bien tout seul, c'est ça? Sûr, tout de suite, les grands mots. Bien entendu, il vous l'a réservé, cet avis tranché. Il l'a préparé, il va vous le livrer en exclusivité pour vous, amis auditeurs, auditrices de France Maghreb 2 qui nous écoutent de partout dans le monde aussi, parce que je vous incite à aussi télécharger l'application France Maghreb 2 sur votre smartphone, que ce soit sur Android ou Apple Store, où vous pouvez télécharger, ainsi transporter votre radio partout où vous irez, grâce maintenant à la 4G, la 3G et compagnie. Vous pouvez écouter et rester connecté ainsi, ou à la Wi-Fi, avec votre radio France Maghreb 2 partout dans le monde. Aussi l'internet www.francemaghreb2.fr. Est-ce que tu es prêt à nous livrer le candidat qui a retenu? Commencé ou pas? T'es en retard, Christophe. Oui, je suis en retard, c'est à cause de temps, mon ami, je meuble, voilà. Donc, pour qui vas-tu voter, mon cher Émile Yasser? Alors, 2017, avec ces présidentielles qui approchent, on ne peut pas dire que les débats se sont vraiment enrichis depuis la honte nationale du Burkini. Nous voilà donc face à François Fillon qui promet la guerre des classes au profit des plus aisés et la guerre des communautés au détriment des plus stigmatisés. Le retour à la France de Vichy tel que porté par Marine Le Pen, qui elle-même dit se reconnaître en Manuel Valls, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et bien sûr les 7 candidats à la primaire de gauche. D'un côté, nous avons ceux qui, comme Emmanuel Macron, Emmanuel Valls, Vincent Peillon ou Arnaud Montebourg, ont participé à la campagne présidentielle de François Hollande, ont fait partie de son gouvernement plus ou moins longtemps et portent donc avec lui la responsabilité de tous ces reniements et ces trahisons. Qu'il s'agisse du sacrifice des classes populaires sur l'autel du néolibéralisme, qu'il s'agisse de la normalisation du discours raciste, de la répression et son lot de brutalité subventionné par l'État, les contrôles aux faciès, la surveillance de masse, l'état d'urgence, la criminalisation des réfugiés et pour couronner le tout, la convergence avec l'extrême droite sur l'islamophobie, on ne peut pas dire que nous soyons vraiment face à une solution à nos problèmes structurels. Personne n'est dupe. Comme à chaque élection, tous les candidats font du pied aux électeurs de confession musulmane. Et pour ma part, je ne tomberai pas dans le piège qui consiste à me prendre pour un faiseur de roi, juste parce qu'on me balance des miettes sur l'islamophobie. Beaucoup plus sophistiqués que Manuel Valls, on a les candidats Macron et Mélenchon qui, chacun à leur façon, tentent de se faire les porteurs d'une France inclusive, mais qui de fait adhèrent au discours dominant. Beaucoup ont été séduits par les déclarations de Macron sur la laïcité, les musulmans, les discriminations, etc. Sauf que, lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances, on ne l'a pas vu faire grand-chose contre les discriminations qui pourtant nous coûtent 150 milliards d'euros par an, ou encore la marginalisation des femmes voilées au travail. Je rappelle qu'une femme voilée en France a 1% de chance d'être embauchée. Et pendant que certains applaudissaient, Macron a fait son Jean-François Copé avec ses déclarations du type « Vous avez des enseignants qui, dans certains quartiers de la République, se retrouvent face à des élèves qui demandent à des femmes de ne pas se maquiller pendant le mois de Ramadan. » Et qui continue en déclarant que oui, l'Algérie, il y a eu les tortures, il y a eu l'émergence d'un état de richesse, de classe moyenne, c'est la réalité de la colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie. Donc, au vu des millions de morts, des viols, de pillages, de la destruction du patrimoine culturel, la mission civilisatrice est donc bel et bien accomplie. Merci Manuel Macron. Pour faire encore mieux, voilà qu'il prend pour porte-parole Laurent Saïm qui elle-même pose fièrement aux côtés de Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien. Ce genre de nomination n'est sûrement pas un gage pour les droits des Palestiniens ou pour les mouvements de résistance comme BDS. D'un autre côté, on a le vote de la France rebelle avec Jean-Luc Mélenchon pour qui, je cite, on a le droit d'être islamophobe parce qu'on a le droit de critiquer une religion. En faisant mine d'oublier que l'islamophobie, ce n'est pas la critique des religions, mais justement le racisme envers les personnes et l'attaque de ces personnes et ou institutions en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Qui vous dit encore que, ouvrez les guillemets, Zemmour n'est pas un raciste, c'est un brillant intellectuel. Pour qui les crimes de guerre russe en Syrie ne sont que, je cite, des bavardages et qui,
plutôt, et qui justifie, je cite, en ouvrant les guillemets, la France devra contrôler des gouvernements qui détiennent la clé des mines africaines. C'est ce que disait mot pour mot le secrétaire national du parti de gauche, François Delapierre. Je ne vais pas parler de convergence des luttes un jour et le lendemain me mettre à table parce qu'on me promet des miettes. Il ne suffit pas de me dire l'islamophobie, c'est pas bien pour avoir mon vote. L'islamophobie n'est pas un problème isolé, mais reflète un problème structurel et sans remise en question de notre système politique hérité de l'ère coloniale, l'islamophobie a encore de beaux jours devant elle. Je n'insulterai pas le futur en me portant caution morale pour un candidat alors que je n'aurai plus aucun pouvoir après le jour de son élection. Et quand bien même le candidat promet de combattre l'islamophobie, quels moyens de contrôle avons-nous pour qu'il tienne ses promesses? Pendant 5 ans, Hollande nous a fait la démonstration que les promesses électorales n'engagent que ceux qui les écoutent. À quoi bon voter pour un candidat qui vous dit l'islamophobie c'est pas bien, mais qui appliquera un programme socio-économique qui justement alimentera l'islamophobie? Ce modèle néolibéral repose sur les inégalités structurelles et ne s'applique qu'avec un État autoritaire. Et qui dit État autoritaire dit plus de répression et malheureusement encore plus d'Adama Traoré. Sans convergence des luttes, nous sommes voués à ne jamais vaincre face à notre adversaire commun. Et comment espérer faire converger nos luttes quand on verse dans le clientélisme? Désolé, la caricature du militant qui lève le poing le matin et se met à table le soir, c'est pas mon truc. On ne peut pas parler d'inverser les rapports de force en tournant le dos à nos causes communes pour des miettes. La justice sociale, sinon rien. Sans remise en question de notre système politique, sans mise à l'écart des groupes de pression financiers ou idéologiques qui ont mis sous coupe réglée nos institutions, sans candidats qui adhèrent à nos luttes communes pour une société plus équitable, je choisirai de voter blanc. Et à celui ou celle qui me rétorque que le vote blanc ne compte pas, je répondrai que si nous étions plus solidaires, plus de monde voterait blanc et ainsi dire, ça finirait par marcher. D'accord, donc c'était une espèce d'entourloupe, mon cher ami Yasser. Hein? Tu nous disais pour qui t'allais voter, en fait tu votes pour personne. Pour l'instant, les programmes n'ont pas évolué et jusqu'à maintenant, personne n'a droit à mon vote. Bon, il va falloir essayer de convaincre l'ami Yasser Louati, et puis je suis sûr un certain nombre d'auditeurs, très nombreux bien sûr, donc pour cette élection présidentielle. Est-ce que ça sera peut-être en regardant le 3e débat, peut-être jeudi prochain, je ne sais pas. En tout cas, affaire à suivre. Merci beaucoup Yasser, en tout cas pour nous avoir expliqué ce pourquoi tu vas voter blanc donc, hein, si j'ai bien compris. En fait, le problème c'est que je ne crois plus aux promesses électorales. C'est que tant qu'on n'a pas un candidat qui porte un programme qui garantit justement... pour faire simple, est-ce qu'on a un candidat qui vous dit voilà ce que je promets et si je ne le fais pas, voilà ce que vous pourrez faire? Il n'y en a aucun. Est-ce que vous partagez l'avis de Yasser Louati? Est-ce que vous aussi, vous ne savez pas pour qui voter? En l'occurrence, vous allez voter blanc pour cette élection présidentielle. Vous nous appelez 01 40 33 9000 pour nous dire allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Ah, bonsoir Kamel. Eh ben oui, tu vois, les choses arrivent, mon cher Christophe. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec Yasser Louati. Absolument. D'ailleurs, j'aimerais le remercier d'avoir pris le temps d'avoir cette, d'avoir détaillé finalement ce que j'aurais souhaité faire la semaine dernière, mais la nouvelle formule ne l'a pas permise. Mais toujours est-il, mon cher Christophe, là encore, c'est vrai, puisque toi, tu as plutôt tendance à nous dire qu'il faut quand même voter, faire ceci, faire cela. Je crois que voter blanc, bien évidemment, c'est pas comptabilisé, mais il faut tout faire pour que ça, un jour, ça le devienne. Merci Yasser pour tout ce que tu viens de dire. Moi, je souscris complètement à ça et le vote blanc est nécessaire. C'est vrai, et je rejoins véritablement ton analyse sur le fait que nous serions supposés être encore les idiots utiles de l'histoire. Donc, c'est très important que ceux qui nous écoutent comprennent bien que l'unique intérêt, c'est d'organiser notre communauté. Vraiment, j'insiste là-dessus. Et j'espère que nous aboutirons à cette organisation. J'espère que les gens ont une vision de cette société où seuls les lobbies, les structures organisées peuvent peser. Eh bien, nous avons le devoir, je dis pas le droit, mais le devoir de le faire. Ces insultes qui ont été proférées depuis des années à l'égard de notre communauté, qu'on soit musulman ou tout simplement de culture musulmane, je crois que nous avons intérêt. Je prie véritablement pour que cela arrive. Merci Yasser. Merci 1000 fois de ton intervention. Je souscris, je suis à vos côtés, au même titre que je suis aux côtés de cette radio qui nous permet de nous exprimer. Merci à tous. Eh ben voilà, t'as convaincu Yasser. Merci beaucoup.
Un petit mot à lui dire, mon cher ami Yasser? Mais écoute, en tout cas, je le remercie pour le travail qu'il fait sur le terrain. Et Dieu sait que j'ai un énorme respect, une estime pour le travail de terrain qui, lui, fait la différence tous les jours, même si on n'en parle pas, même si ça se voit pas. D'ailleurs, c'était pour ça que ma chronique de la semaine dernière portait justement sur le travail que beaucoup font et dont personne ne parle. Donc lui, il veut dire, là, l'idée d'une chronique comme celle-là, c'était justement de sortir de l'enfermement. C'est-à-dire, en gros, vous choisissez entre la peste et le choléra. Non, on veut dire, il y a un moment, si le système ne fonctionne plus, il faut changer le système. Alors, or, tous ces candidats vont justement perpétuer le système. Et au sein même de ce système, si on écoute les déclarations après les régionales de 2015, tout le monde se disait, la montée de Marine Le Pen prouve que le système est à bout de souffle. Or, on n'a que des candidats qui veulent le relancer et lui donner un souffle de vie. Il y a une arnaque qui s'appelle Mélenchon qui nous dit, dès que je me fais élire, je fais une constituante. Oui, mais Coco, quand tu fais une constituante, ça veut dire que tu démissionnes toi aussi. Donc lui, il fait une constituante, mais il reste au pouvoir. Il y a un moment, faut arrêter de se moquer du monde. On va changer de sujet maintenant, on va parler du conflit VTC avec le président secrétaire général du syndicat des chauffeurs privés et VTC, donc monsieur Sayeb Haroun, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors les VTC sont à nouveau dans la rue. Est-ce que vous pouvez tenter d'éclairer un peu nos auditeurs? On a tendance à être perdus sur les revendications des chauffeurs privés VTC. Bon, on a un nouveau système économique nommé ubérisation qui est arrivé depuis quelques temps. La problématique, c'est que dans un premier temps, tout était beau puisque c'était un système où ils arrosaient tout le monde de primes. Et puis maintenant qu'ils ont réussi à faire rentrer ça dans les mœurs et qu'ils ont beaucoup de gens à disposition bloqués avec des crédits et des engagements sur le long terme, ils ont cassé les prix depuis plusieurs années. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne s'en sortent plus. Ouais. Alors, est-ce que les différents blocages, et aujourd'hui donc on est une nouvelle journée d'action, ont mené à l'ouverture d'une discussion ou d'une avancée? Pas du tout. Pour l'instant, l'Américain refuse de négocier quoi que ce soit. Mais il négociera pas. Ok. Il est en position de force. Bon. C'est très bien ce qu'il a fait. Il veut dire, excusez-moi, mais il y a un système de fonctionnement qui a été accepté. Et donc maintenant, il sait que lui, l'endetté, c'est les VTC maintenant. C'est ceux qui sont maintenant sur l'autel du sacrifice. Lui, veut dire, une personne qui est endettée sera poussée à la négociation à la faveur de Uber. C'est ça le problème. Mais à minima, on est obligé de le dénoncer et d'en parler et d'essayer de trouver des solutions, ça c'est sûr. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Continuer probablement régulièrement les blocages jusqu'à ce qu'on soit entendu. Travailler pour 3,75€ de l'heure, c'est pas tenable. Avoir des crédits sur le dos, ce n'est pas tenable. Est-ce que l'État... Mentir sur une fausse économie, ce n'est pas tenable non plus. L'État français vous soutient-il ou pas du tout? Écoutez, la problématique, c'est comme l'a dit le monsieur, tout le monde est libre. Les chauffeurs se sont malheureusement mis librement, enfin de manière sournoise. Je pense que ça va aller aussi en justice pour les requalifications en contrat de travail, puisque les chauffeurs sont tous sauf indépendants finalement. Ils sont dépendants surtout des plateformes. Donc il y aura un dossier à gérer là-dessus. Est-ce que ce dossier finalement, la ubérisation des VTC en l'occurrence aujourd'hui que vous dénoncez, est-ce que c'est une belle escroquerie? C'est une sacrée belle escroquerie. Gaver les gens de faux espoirs et de primes, les piéger dans un système où ils sont très mal formés et pas du tout aptes à être de vrais patrons et de vrais entrepreneurs, fait qu'il y a de gros liens de subordination. Il va falloir faire tomber ça en justice. Monsieur Baroun, est-ce que vous auriez un petit message à dire à ceux qui envisageraient éventuellement de faire ce que vous faites, c'est-à-dire du VTC aujourd'hui? Est-ce qu'il faut réfléchir à deux fois avant de se lancer là-dedans? Bah écoutez, c'est marrant, la semaine dernière à Aubervilliers, je tombe sur un chauffeur qui venait s'inscrire et qui me disait mais non, mais mon cousin m'a dit 5000 €, etc. Avant-hier soir, je le retrouve avec une belle Mercedes classe C à l'aéroport, et je lui dis comment ça se passe niveau boulot, il me dit je regrette. Et je lui dis mais j'en mange 10 par jour des comme toi. Tout le monde arrive avec de faux espoirs, parce qu'un tel lui a dit que machin, tout le monde a vu un message de Pôle emploi disant allez vers Uber, devenez VTC indépendant, etc. Et puis quelques semaines ou quelques mois plus tard, les gars se rendent compte qu'ils bossent 70 heures par semaine pour 1000 € par mois, et c'est là où ils se mettent dans les rangs après. Mais c'est trop tard, ils sont déjà lancés. Les taxis sont-ils solidaires avec votre mouvement? Les taxis ont compris l'ubérisation depuis longtemps, mais c'était plutôt la demande d'éradiquer les VTC, donc ça pose un peu de problème. On a une partie des taxis, effectivement, qui se comportent avec nous comme des grands frères, on va dire. Ils vous disent, on a vécu ça dans les années 1930 ou 1940, avant la réglementation, vous êtes totalement dérégulé, il faut vous réguler. Et puis vous avez une autre partie qui va vous dire, non, les VTC c'est les grands méchants, il faut absolument les éradiquer. Donc, voilà. Pour l'instant, on est à distance l'un de l'autre. Comment s'est passé les blocages aujourd'hui? Il n'y a pas eu de problématiques ou de petites images qu'on peut voir malheureusement dans le journal de 20h?
je pense que ça s'est plutôt bien passé pour l'instant. Bon esprit. Bien passé. Le blocage continue ou c'est terminé alors on en parle? Non, on commence à rentrer là, on commence à renvoyer les chauffeurs. Là. Est-ce qu'une prochaine journée d'action est prévue d'ores et déjà? Demain, on sera à Aubervilliers, mais je pense qu'on sera beaucoup moins qu'aujourd'hui. On sera à Aubervilliers dans les locaux d'Uber qui recrutent tous les jours des chauffeurs et qui les font miroiter tous les jours. Il va falloir vos armées de patience pour vous battre donc contre un géant. Pardon Yasser. Peut-être moi j'ai connu ça dans l'aviation à l'époque. J'en parlerai après son intervention, mais je pense qu'à un moment il va falloir vous liguer et mutualiser vos dépenses pour justement lancer une campagne nationale pour informer de ce qui se passe. C'est veut dire pour sensibiliser l'opinion publique et démanteler ou plutôt déconstruire ce discours qui tend à faire miroiter un rêve de 5 000 € par mois avec une belle Mercedes. Moi sincèrement, ce que vous me dites là, je l'ai connu personnellement quand j'étais pilote. Et donc, c'est exact. On avait carrément des gens qui payaient pour travailler, qui payaient et donnaient de l'argent à la compagnie aérienne pour occuper le siège de copilote. On s'est battu, les gens voulaient pas écouter. Maintenant, tout le monde se retrouve en fait endetté jusqu'au cou et ne peut rien faire. Donc maintenant, c'est à vous de travailler l'opinion publique justement pour influer ces politiques en votre faveur. Et justement, la journée d'aujourd'hui avec Gérard Triloge qui est passé nous rendre visite, Stéphane Peu, le président de la pleine commune de Saint-Denis, l'idée c'était de dire voilà, ils ont eu pas mal de témoignages de chauffeurs dans le 93. Uber a prétendu être le premier employeur du 9-3. Et ben là, aujourd'hui, on avait un élu qui est venu expliquer la précarité qu'il rencontre au niveau de beaucoup de chauffeurs. Donc on essaie de faire inverser la tendance. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile. Non, une campagne. Maintenant, on va essayer de déconstruire ce mythe-là. Je pense que pas mal de monde l'ont compris, mais il y a un réel besoin d'une intervention de l'État. L'État ne vous aidera pas. Uber est coupable là-dessus, mais c'est aussi l'État qui l'a laissé faire. Ils ont cédé à leur chant des sirènes en leur disant ouvrez-nous les vannes, déréglementez tout, vous allez voir, on va vous enlever du chômage. Mais en fait, ils ont plus créé de paupérisation qu'autre chose. Oui, mais l'État ne vous aidera pas. J'ai pas un discours, de politicien. Je vous dis par expérience et de ce qu'on a vu, vous n'êtes pas la seule catégorie socio-professionnelle qui a été sacrifiée sur l'autel du libéralisme. Donc maintenant, c'est à vous de vous organiser justement pour démonter et forcer l'État à agir ou bien à Uber de noircir son image de marque justement pour en fait nuire à leur recrutement. Mais si vous continuez à manifester et à bloquer les routes, vous allez vous mettre à dos les usagers, des personnes qui se retrouvent bloquées pour rien à cause des VTC, comme à Porte-Maillot ou ailleurs, et ça ne vous aidera pas. Maintenant, la pression, vous ne pourrez la faire que par une communication structurée. Il y a forcément des gens compétents qui pourront vous aider, et vous trouverez forcément les moyens, si vous vous liguez, un groupe qui prend le lead, justement pour torpiller la campagne de communication d'Uber, aussi bien auprès des consommateurs qu'au sein des futurs conducteurs de VTC. C'est ça, oui. L'une des autres demandes au niveau de l'État, c'était de dire, voilà, soit vous réglementez les niveaux tarifaires ou les tarifs minimums ou un numerus clausus, et si vous n'en êtes pas capable, tout comme vous avez financé pour le taxi, dans sa difficulté, une sorte d'open data nationale, à vous de voir pour nous financer à nous une infrastructure nationale basique, afin de permettre aux chauffeurs d'être indépendants et se regrouper à plusieurs sur différentes plateformes. Ou en tout cas, utiliser un outil numérique pour faire différents groupements un peu partout en France, et qu'ils essaient de se fédérer entre eux, au moins ils auront cet outil numérique, cette force que Uber possède par rapport à nous aujourd'hui. Merci monsieur Baroun en tout cas de nous avoir expliqué un petit peu les différentes revendications. Je rappelle que vous êtes le président secrétaire général des chauffeurs privés et VTC qui est en ligne avec nous. Donc sous les conseils de Yasser Louati, c'est de lancer une grande campagne d'information nationale pour expliquer justement les différentes problématiques et les promesses non tenues évidemment d'Uber, mais ça c'était prévisible. J'aimerais en venir justement à ce que je disais au monsieur là à l'instant au téléphone, c'est que quand j'étais en formation pilote, il y avait justement des écoles, des centres de formation qui venaient, qui disaient c'est pas la peine de passer par le circuit habituel, vous passez par de petits coucous à plus gros coucous, à avions plus gros jusqu'à arriver aux avions à réaction, en fait pour arriver au jet, c'est-à-dire le summum, d'accord. Donc court-circuiter tout ça, vous payez votre formation sur un avion, vous payez les heures de vol sur cet avion et vous aurez les heures de vol garanties. Moi je me rappelle des personnes qui avaient quitté l'école avant moi, la promotion qui m'avait précédé, ils se faisaient traiter de prostituées du transport aérien par les commandants de bord qu'ils avaient. Parce que non seulement ils avaient payé
leur formation, chose qui revient à la compagnie aérienne, la formation sur Airbus ou sur Boeing par exemple, pour apprendre à piloter la machine. Ensuite, ils payaient les heures de vol pour se faire la main sur la machine, 150, 250. Aujourd'hui, pour recruter un copilote, c'est minimum 500 heures de vol. Ils se retrouvaient avec un crédit entre 300 et 500 000 euros. Et lorsqu'ils arrivaient à la porte de la compagnie aérienne savait pertinemment que la personne était endettée. Et donc, elle lui proposait soit de travailler gratuitement, soit de travailler avec des contrats. Comme le fait pendant un temps EasyJet, ça veut dire un moment t'es steward, un moment t'es pilote. Et donc, les pilotes ont financé eux-mêmes la mise à sac de leur profession. C'est ce qu'on voit maintenant avec les VTC. Allez, si vous souhaitez nous en parler quelques minutes, juste après la pub, 01 40 33 9000, un VTC, un taxi, n'hésitez pas à nous appeler. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous et nous avons entamé avec Monsieur Baroun il y a quelques instants la problématique des VTC. Ils ont à nouveau bloqué les rues de Paris aujourd'hui et nous sommes avec Kamel qui est lui taxi, chauffeur de taxi. Bonsoir Kamel. Bonsoir. Voilà, moi je vais pas être très long. Moi je suis chauffeur de taxi. Avant les VTC, on gagnait à peu près correctement notre vie parce que c'est vrai qu'on travaillait beaucoup, mais quand même on gagnait quand même. J'ai un fils qui est ingénieur informatique, qui n'a pas trouvé de travail et s'est enclenché là-dedans. Il est rentré dans les VTC. Ouais. Bah, aujourd'hui, ni lui ni moi, nous gagnons notre vie. J'ai l'impression que ça a été calculé par le gouvernement, parce que les taxis c'était qui les dernières années? Moi je suis vieux dans le taxi, avant il y avait beaucoup de Martin, de Dupont, machin, mais les dernières années c'était Mamadou, Rachid et Da Silva quoi. Eh ben on a créé Uber pour mettre les mêmes personnes, nos enfants à nous, pour nous casser nous, les taxis, les vieux. C'est un système qui ne marchera jamais, parce que depuis que le monde des mondes, le taxi existe, on est à peine 20 ou 22 000 taxis. Le VTC, ça fait que 3 ou 4 ans, ils sont déjà 22 000 VTC. Les déclarés, hein. Alors, comment voulez-vous que ça marche? Il y a presque une voiture pour chaque citoyen, maintenant. Y a-t-il trop de taxis ou de VTC dans Paris, SR? Il y a trop de VTC, trop. Bonsoir monsieur. Bonsoir. D'abord, c'est vrai que ça a été, je pense, calculé jusqu'à un certain niveau, mais je pense pas que ce soit fait pour des considérations raciales, mais plus pour des considérations économiques. Oh, je sais pas, parce que quand je vois les têtes qu'il y a maintenant, c'est nos enfants qui font VTC. Hein, oui, mais vous savez, pour savoir si une profession en fait perd de son statut et que les revenus baissent, regardez les minorités et le nombre de personnes issues des minorités qui l'occupent. Je veux dire, pour moi qui va encore une fois à l'aéroport par exemple, oui, comment je suis arrivé à l'aéroport, c'était beaucoup des Français, on va dire, de souche, blancs. Et puis, on a justement fait dans le low cost, et le low cost requérait justement des personnes qui acceptent de travailler avec des bas salaires. Le problème, c'est que le VTC reflète justement le désespoir de bien des personnes qui demandaient qu'à sortir pour pouvoir travailler, sauf qu'on leur a miroité un 5 000 euros par mois avec des Mercedes, sauf qu'à la fin, malheureusement, ils se sont endettés, et c'est maintenant Uber qui a la main supérieure. Donc maintenant, ce qui aurait été beaucoup plus souhaitable, c'est qu'il y ait plus de solidarité entre justement les taxis et les VTC, mais les taxis ayant un monopole ont vu d'un mauvais œil l'arrivée des VTC. Les consommateurs se sont plaints que les taxis n'avaient pas une qualité de service comme celle qui était offerte par les boîtes VTC. C'était une manipulation médiatique. Hein. Les médias, ils ont la main. Monsieur, je prends les taxis, je prends les VTC. Croyez-moi, il y a une grosse différence. Oui, c'est quoi la différence, Yasser? Veut dire, combien de fois j'ai pris un taxi, ni bonjour, ni au revoir, il est au téléphone, au volant, carrément des fois ça fume dans la voiture. Je veux dire, il y a un moment, il y avait carrément un taxi qui disait une fois chez RMC, il disait texto, je suis quelqu'un de très poli, alors que ça fait presque 25 ans que je fais le taxi. Tous les collègues que je connais, c'est des gens réglo. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui est mal poli, il y en a dans tous les métiers. Il y a même des médecins. Moi, j'étais voir un médecin récemment, j'étais étonné de son accueil.
Et on peut pas généraliser. Non, mais contrairement à Yasser, moi j'ai eu à prendre les taxis aussi, et j'ai toujours été bien reçu, bien accueilli. Non, attends, j'ai pas contre le taxi. Mais le problème, c'est que cet argument-là, moi, c'est la première fois que je le dis publiquement. J'ai jamais dit. Mais j'ai l'argument qui est utilisé, qui justement, même RMC avait fait un buzz là-dessus. C'est un taxi ou un taco, comme ils disent les collègues, qui prend le téléphone et qui dit, on n'est que ce qu'on mérite, parce que beaucoup trop de collègues n'ont pas une qualité de service qui est acceptable, et donc les gens se sont rabattus sur le VTC qui descend. Il y en a. Maintenant, vous regardez les VTC. Moi, j'en ai vu des VTC qui descendent de la voiture et ils se battent à coups de poing avec mais ça, ça à l'aéroport. Ça là-dessus, oui. À l'aéroport, notamment, c'est flagrant. Bon, en tout cas, bon courage, et je salue d'ailleurs tous les amis taxis, mais aussi les VTC. Qui nous écoutent. Merci, mais si j'ai un conseil à donner aux jeunes, arrêtez de vous mettre chez Uber, arrêtez de faire VTC parce que c'est pas un vrai métier, c'est juste une connerie qu'on a inventée. Merci Kamel, et bon courage en tout cas. Et puis continuez à faire ce que vous faites. Bien sûr. Ah oui, donc toi t'as été mal fumé dans la voiture. Oh non, moi j'ai eu des cas vraiment que c'était, à moi j'ai failli le dire, excuse-moi, mais t'es le premier à manifester contre les VTC, mais regarde ton service. Comment est-ce qu'un client peut appeler un taxi quand tu sais que le VTC sera moins cher et qu'en plus il aura, je sais pas, l'eau à bord, qu'on lui ouvrira la porte et qu'il aura une personne respectable. Sauf que ça n'a pas duré. On voit très bien, et comme le monsieur l'a dit, on a beaucoup de VTC. Maintenant, quand tu montes à bord, t'as vraiment peur pour ta sécurité. Eh bien, vous pourrez lui répondre, ami taxi VTC, tout à l'heure entre 17h40 et 50 dans le cadre de la libre antenne, puisque durant 10 minutes, c'est le petit plus, la démocratie participative, mon cher ami Yasser, que l'on offre aux auditeurs sans filtrage pendant les appels. Vous pourrez ainsi nous dire ce que vous voulez sur n'importe quel sujet, information à transmettre, un avis à donner. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu dans l'émission, vous n'hésiterez pas à le faire savoir. 01 40 33 9000. D'ailleurs, dans cet espace-là, la semaine dernière, on a eu un auditeur qui nous a appelé pour nous dénoncer l'ubérisation des pilotes de Ryanair, Yasser. Non, mais il est un peu en retard. L'ubérisation du transport aérien, elle remonte au début des années 2000. Je veux dire, moi, j'ai eu ma licence de pilote professionnel en 2001. Et déjà en 2001, il y avait une boîte qui s'appelait EagleJet, basée aux États-Unis, et qui vendait justement ce genre des formations payantes, etc. Sauf que, mais Ryanair, ils ont compris le filon. Pourquoi est-ce qu'ils vont payer un pilote, payer sa formation, payer ses heures de vol sous supervision, 250 généralement en moyenne, quand un pilote vous dit, je paye ma formation, je paye mes heures de vol, et je débarque chez vous en étant criblé de dettes. Il y avait un copain commandant de bord chez EasyJet qui disait carrément, son copie ramassait les restes des passagers parce qu'il n'avait pas de quoi manger. Veut dire, voilà le glamour du pilote, etc. Donc, faut comprendre que lorsque vous êtes là, vous êtes attiré par l'appât du gain, et lorsque vous n'avez aucune considération pour le corps de métier dans lequel vous allez exercer, voilà exactement ce qui se passe. Ça s'est passé dans le transport aérien, ça se passe aujourd'hui dans le monde du VTC, ça se passe aussi pareil chez les stewards et les hôtesses. Tant que les gens ne regarderont pas l'intérêt général et s'arrêteront à des considérations personnelles, diviser pour régner. Yasser, moi je pensais qu'un pilote ça gagnait bien sa vie. Oui, il est censé bien gagner sa vie, mais quand bien même il ferait 5 ou 6 000 euros par mois, quand il a 400 000 euros à rembourser, il fait comment? Effectivement. Allez, on passe tout de suite au j'aime ou j'aime pas, ou je m'en fous, Yasser. Alors, pas mal de petites informations. Le 6e anniversaire de la révolution tunisienne, de la chute de Ben Ali, a été marqué par des manifestations un petit peu partout dans le pays d'ailleurs. J'aime, mais qui n'a pas vécu la nuit tunisienne et la fuite de Ben Ali? Je veux dire, non, on aime maintenant. Voilà, les Tunisiens manifestent, ils ont le droit de continuer à maintenir la pression, justement sur ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui et qui pourraient être tentés par une dérive sécuritaire et autoritaire. La grande mosquée d'Argenteuil ouvre ses portes aux habitants afin d'expliquer ce qu'est réellement l'islam. J'aime, c'est bien, c'est très bien. Manuel Valls, le candidat favori de la communauté juive, c'est le titre à la une de The Times of Israel. Ouais, bon, pour commencer, Times of Israel, c'est un journal, je veux dire, qui est hautement engagé. Il faudrait voir d'où ils sortent leurs chiffres et non, je veux dire, c'est des titres tapageurs. On peut pas condamner les unes tapageuses en France et les accepter quand elles viennent d'Israël. Donc, j'en crois pas un mot, d'accord. Et deuxièmement, qui sont aux Times of Israel pour parler des juifs français? Un réseau d'espionnage au profit d'Israël a été démantelé à Rardaïa en Algérie. Moi j'aime pas forcément. Allez, ouverture ce samedi, mon cher ami Yasser, d'une ambassade de Palestine. Ça se passe au Vatican. J'aime.
Alors pour le rappeur, à condition. Oui, quoi? À condition que ceux qui sont dans l'ambassade représentent légitimement les intérêts de tous les Palestiniens et pas les intérêts des particuliers de qui on sait. Évidemment. Pour le rappeur Booba P2O, la France est un pays très raciste et injuste envers mon ami Karim Benzema. Franchement, on veut dire c'est la deuxième fois où je suis d'accord avec Booba. Pourtant, j'aime pas sa musique, j'aime pas ce qu'il représente. La première fois, c'est quand il a arrêté il y a bien des années Koé, quand il lui a parlé d'islam, il a dit écoute, moi j'ai rien à voir là-dedans, je suis un artiste, je parle de rap. Donc c'est une bonne chose. Il a pas fait dans l'espèce de, je sais rien, démagogie pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Aujourd'hui, il dit une vérité et même si c'est Booba avec qui je suis en désaccord sur son capitalisme exacerbé, etc. Ouais. Il a raison. Le NTV, qui est la chaîne algérienne, indique que ils ne retransmettront pas les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de l'équipe d'Algérie puisque les droits effectivement jugés trop chers par Alger, donc pas de CAN sur la télévision algérienne. Bon bah c'est malheureux, veut dire ça fera moins d'opium pour la populace, mais bon, veut dire je m'en fous. Très bien, oui c'est bien, si je me s'en foutre de temps en temps. Et puis tiens, Jamel Macron, c'est le nouveau délire de la fachosphère sur les réseaux sociaux, tu l'as peut-être vu d'ailleurs. Non, j'ai pas encore vu, non, puis c'est vraiment, je suis pas connecté. Là. Jamel Macron, alors oui, après Farid Fillon, après je ne sais qui, bah je sais pas. Ali Juppé. Ali Juppé, bah pourquoi pas Marine Hitler, tiens. Ah, ouais. Bon bah en tout cas voilà, c'est le nouveau délire de la fachosphère sur les réseaux sociaux. C'était donc le j'aime ou j'aime pas avec Yasser Louati. Allez, avant de prendre vos appels sans filtrage, dans un instant sur France Maghreb 2, dans cet espace de libre antenne, vous allez pouvoir nous dire ce que vous voulez. Ça se passe dans les 3 minutes maintenant. 01 40 33 9000. Approchez-vous de votre téléphone, que vous soyez de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Reims, Orléans, Paris, Le Havre et Amiens et partout ailleurs en France et dans le monde. 01 40 33 9000. Pour l'heure, je voulais quand même revenir sur ce débat, mon cher ami Yasser. Le premier rendez-vous était policé, pour ne pas dire poussif. Hier soir, les appétits se sont réveillés, les confusés. Visiblement, les 7 candidats de la primaire de la Belle Alliance Populaire ont à nouveau débattu devant les caméras de télé. Le ton est monté avec une cible, Manuel Valls, notamment sur le sujet de l'accueil des réfugiés. Ils ne sont pas tous d'accord sur la question des réfugiés, et ça s'est entendu. Vincent Payon s'en est pris à Manuel Valls, qui avait dit en 2016 à Munich que l'Europe ne pouvait pas accueillir davantage de réfugiés. Vincent Payon l'a rappelé. Nous devons accueillir, et nous devons accueillir dans la durée, et nous avons les moyens de le faire. Arnaud Montebourg s'en est également mêlé aussi. On ne sortira pas non plus avec des navires de guerre et des barbelés. Et puis, Benoît Hamon a enchaîné. Nord de la France que de faire vivre ses valeurs en n'étant pas les moins volontaires pour faire face à ce qu'était cette détresse de beaucoup de réfugiés. Voilà pour Arnaud Montebourg. Manuel Valls est resté droit dans ses bottes et en a profité d'ailleurs pour essayer de donner une leçon à ses anciens ministres. C'est ce qu'il a tenté de faire, écoutez, avec cette petite phrase. C'est assez que, ici comme ailleurs, on mette toujours en cause la France. Quand on gouverne, il faut être sérieux. Quand on gouverne, il faut être sérieux. Se présenter comme celui qui a la stature d'un chef de l'État, c'est la stratégie donc de Manuel Valls, qui a une ambition. Laquelle? Mais il en a toujours assez, celui-là. Laquelle ambition? Incarner la France. Tout simplement, incarner la France. Donc Benoît Hamon a tenté une parade, écoutez, dans ce débat. De croire que l'un d'entre nous aurait concentré en lui le génie de la nation qui l'amènerait à être la solution au problème. Ça c'est pour Benoît Hamon. Et puis chacun a joué sa carte. Vincent Payon aussi a essayé. Entre ceux qui ont théorisé les deux gauches irréconciliables et ceux qui ont cassé des portes en étant restés plus longtemps que moi au gouvernement, il va falloir rassembler. Rassembler, donc, se rassembler derrière le vainqueur. Tous les candidats ont dit qu'ils y étaient prêts. Voilà pour ce qu'il fallait retenir de ce débat qui a été suivi par 1 750 000 téléspectateurs, quasiment 2 fois moins que le premier débat de jeudi. Et c'est aussi plus d'1 million de téléspectateurs en moins par rapport au deuxième débat de la primaire de la droite, qui était donc diffusé sur les mêmes chaînes. Le premier tour de cette primaire initiée par le PS, ce sera donc dimanche prochain, mon cher ami Yasser. Que te retiens-tu de ces échanges que je vous ai passés en extrait, de ce débat? Est-ce qu'il t'a collé sur ton siège ou pas du tout? Non, je veux dire, bon, le ton est un petit peu monté comme on va de le voir, mais bon, moi tant que le débat restera policé, il n'intéressera personne. Je veux dire, on a une droite qui s'est radicalisée, qui s'est hystérisée pendant des semaines et des mois, donc qui est arrivée avec le résultat qu'on connaît. Il faut que les coups partent maintenant, ça y est là. Non mais lâchez-vous, mais vraiment je leur dis, lâchez-vous. Je veux dire, si vous n'avez pas de courage pendant la primaire, mais quel courage aurez-vous si un jour vous êtes élu?
Il y a un moment, on veut dire bonsoir, soyez digne de la fonction que vous voulez occuper. Donc c'est ça la politique, c'est donner des coups. Non, c'est pas donner des coups gratuitement, on veut dire comme des chiffonniers. C'est vraiment qu'on fasse émerger un discours aussi, comment dire ça. Si la droite s'est radicalisée sur les questions identitaires, si elle s'est radicalisée sur les questions de politique néolibérale, quel est le contre-discours qui serait tout autant radical et qui lui est attendu par des millions de personnes qui ne se reconnaissent ni dans la droite ni dans la gauche et qui malheureusement sont tentés par le vote Front National. Bon, est-ce que tu seras quand même au rendez-vous du 3e débat pour voir si les coups vont un peu plus être présents? Non, moi je regarde jamais les débats, je regarde les comptes rendus et les. Franchement, j'ai pas le temps. Alors, tu sais ce qui m'a interpellé moi ce matin, c'est que les médias se posaient la question, mais pourquoi François Hollande n'a-t-il pas regardé le débat puisqu'il était au théâtre, visiblement, et il l'a fait savoir. Voilà, François Hollande qui était au théâtre pendant que le débat avait lieu. Est-ce que ça t'a choqué ou alors t'en as absolument rien à faire comme moi d'ailleurs? Rien à faire. Ouais, absolument. Allez, il est 17h41, c'est parti. Pour ouvrir cet espace de liberté sur France Maghreb 2, le numéro de téléphone 01 40 33 9000 pour arriver devant la France entière et devant le peuple pour vous exprimer, nous dire ce que vous avez à nous dire, ce que vous voulez. Nous interpeller Yasser, moi ou quiconque d'ailleurs. N'hésitez pas, c'est parti donc pour les 10 minutes de liberté de libre antenne 01 40 33 9000. Je prends vos appels au hasard. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Mohamed à l'appareil. Mohamed, tu nous appelles d'où, Mohamed? Oui, alors c'était pour... Tu nous appelles d'où, Mohamed? De Paris. De Paris, on t'écoute, Mohamed. Alors c'était pour un bravo à Tariq qui disait qu'il fallait se battre sur les mots et ne plus dire foulard et ne plus dire le voile et dire foulard. Parce que c'est un foulard, c'est pas un voile. Parce que la bataille, toutes les guerres idéologiques se battent d'abord sur les mots. Et donc moi je vous appelle justement à ce propos-là à dire déréglementation au lieu d'ubérisation. Très bien, merci, c'est entendu, voilà. Mohamed. Et, attends, la déréglementation, elle a commencé dans les années 70 déjà dans l'aviation. Et donc Yasser a été touché par cette déréglementation. Et ce que j'avais dit la dernière fois à propos de Ryanair, c'est que ils employaient les pilotes en statut d'auto-entrepreneur et qu'ils les payaient 50 000 euros au lieu de 150 000 euros. J'ai pas parlé d'ubérisation, moi. C'est vous, hein. Merci, Mohamed. Merci. Ouais, t'as bien fait de rectifier. On est là pour ça, évidemment. T'es là pour ça, mon ami. 01 40 33 9000. D'auto-entrepreneur. Incroyable, quand même, hein. Oui. Bon. Dans un paradis offshore. Hein. Ah, en plus. Allez, on continue vos appels en direct. 01 40 33 9000. Je les prends, évidemment, en total au hasard. Voilà. Comme ça, en filtrage, sans filtrage. Vous dites ce que vous voulez. 01 40 33 9000. C'est vrai que ça interpelle quand même, hein, le fait que les pilotes comme ça, tu ne puisses nous raconter ça, voilà, ça en jette quand même. Non, mais quand j'étais DG dans une compagnie aérienne à l'étranger, j'en avais carrément qui m'ont appelé pour travailler gratuitement. Monsieur Louati, on est prêt à travailler gratuitement. Je veux dire, c'est limite. Des fois, je raccrochais carrément au nez, quoi. Gratuitement, parce que lui, il veut se faire son CV. Dans ce cas-là, il veut pas passer par le chemin habituel. Donc la promotion de petit avion en plus gros avion. Monsieur veut arriver directement sur les jets. Ouais, bah Coco, tu feras comme tout le monde. 01 40 33 9000. La liberté a sonné. Bonsoir. Qui est là? Votre prénom et ville d'appel? Bonsoir Christophe et salut tout le monde. Oui. Salim. Salim, tu nous appelles d'où? De l'Essonne. On t'écoute, Salim. Moi, je voulais revenir sur les VTC, les taxis. En fait, j'avais une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années en Algérie, parce que il y a également ce problème de transport également, parce que il faut savoir que pour ceux qui savent pas, c'est que en Algérie, c'est que il y a les taxis clandestins et les taxis on va dire normaux, quoi. Et le problème, c'est que moi, une fois, j'en avais pris j'ai pris un taxi pour aller d'ailleurs. Et le problème, c'est que lui, il a refusé de me prendre sous prétexte que c'était pas son chemin. Donc, il a fallu que j'insiste en lui disant que si ça continue comme ça, que j'allais aviser les autorités. Puis au final, il m'a pris. Donc, je pense que ce qui est dommage, c'est que personne n'en parle. Oui, on parle déjà de ce qui se passe déjà ici avec les problèmes des VTC, etc. Mais bon, en tout cas, c'est bien de l'avoir dit et de l'avoir signalé. Merci beaucoup, Salim. À bientôt. Ciao. Du côté de l'Essonne, 01 40 33 9000. Bien sûr, vous nous dites ce que vous voulez, hein. Allez-y, profitez-en. Allô, bonsoir. Ah, ok, très bien. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez donc composer pour vous exprimer en direct. Allô, bonsoir. Prénom, ville d'appel.
Oui, bonsoir, c'est Abdelrahman de Paris. Bonsoir Abdelrahman. Oui, je suis pour Yasser Louati, s'il vous plaît. Vas-y, pose ta question à Yasser Louati. Oui, j'ai entendu que Air Algérie a fait travailler des faux pilotes. Est-ce que c'est vrai ça ou non? Que j'ai vu sur Internet et un peu partout, quoi, sur les réseaux sociaux, comme quoi Air Algérie a fait employer des faux pilotes. D'une, j'ai jamais entendu ça, mais deuxièmement, franchement, ça c'est vraiment peu probable. Je veux dire, je pense pas qu'une compagnie aérienne signataire de différentes conventions, comme ce que soit, non, faut vraiment prendre. Franchement, moi, j'y crois pas. Allez, peut-être le droit de travailler en Algérie, je sais pas, des arrangements administratifs pour contourner la réglementation algérienne, mais de là des faux pilotes, ça m'étonnerait. Ouais, puis il faut avoir un minimum de formation. Voilà, merci Abdelrahman pour ta question. Merci bien. Salut, ciao, à bientôt. Des faux pilotes. Mais qu'est-ce qu'on peut raconter comme conneries quand même sur Internet? Non, j'y crois pas. Non. Faites attention quand même parce que c'est un peu, voilà, hein, ça paraît quand même assez hallucinant, incroyable. Allô, bonsoir, prénom, ville d'appel. Allô. Prénom, ville d'appel. Allô. Oui, ton prénom et ta ville d'appel, s'il te plaît. Allô. Ouais, bah apparemment il n'entend pas. Il doit avoir un problème d'oreillette peut-être. 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler en direct pour cet espace que l'on vous réserve chaque jour dans cette émission durant 10 minutes pour nous dire ce que vous voulez. Par exemple, transmettre une information d'un truc qui va se passer auprès de chez vous, revenir sur un sujet évoqué dans l'émission. Bonsoir, votre prénom, ville d'appel. Allô. Oui, bonsoir. Ok, oui, c'est aussi, voilà, c'est le risque, Il y a des gens qui s'amusent aussi, Yasser. Ça arrive. Ça arrive, c'est comme ça, c'est la loi de la démocratie, c'est comme ça. Allô, bonsoir. Bonsoir, prénom, ville d'appel. Moussa de Roulet-sous-Bois. Bonsoir Moussa, qu'est-ce qui se passe? Moi j'appelle parce que j'arrête pas d'entendre, vous dites aux gens d'aller voter. Ouais. Donc, je veux dire aux gens, ça sert à rien d'aller voter. Ok, pourquoi ça sert à rien? Pourquoi? Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Ouais, parce vite. que la citoyenneté française, pour être citoyen français, il faut valider 5 fonctions. Il faut quoi? J'ai pas compris. Il faut valider 5 fonctions. 5 fonctions, ouais. La première fonction, c'est la fonction de vie. La deuxième, c'est la fonction de survie. La troisième fonction, c'est la fonction de culture. La quatrième fonction, c'est la fonction de ethnique. Et la cinquième fonction, c'est la fonction politique. Nous, les musulmans, on bloque sur la fonction culturelle. La fonction culturelle, ouais. Voilà. Bon, très bien, merci à toi. Et attendez. Et la force des Juifs, eux, ils ont su faire accepter aux Français comme quoi ils sont de culture judéo-chrétienne. Ça marche, c'est entendu, à bientôt. Oui, Yasser, qu'est-ce qu'il y a? Il a pas l'air content, là. Bon, il a le droit de s'exprimer, Bah oui, il l'a fait, Ouais, pas de pas être d'accord, évidemment. Allô, bonsoir, prénom, ville d'appel. Allô, bonsoir, c'est Malcolm, Farid de Metz. Oui, bonsoir Farid. Bonsoir, je vous appelle juste pour une petite anecdote. Je voulais une anecdote. Vas-y, raconte ton anecdote. J'ai regardé une chaîne algérienne hier qui s'appelle Sherlock. Ouais, Sherlock, ouais. Ouais. Et en fait, il y avait une chose qui a marqué, c'est qu'il y avait un athlète qui s'appelle Romain Trollet. Je sais pas si vous connaissez, il a décidé de jouer pour l'Algérie. Et le présentateur, en fait, hier, lui demandait s'il était musulman ou pas. Et donc le présentateur, le Romain Trollet lui dit oui, je suis musulman. Et en fait, pour le convaincre, il lui a demandé de réciter la sourate al-Fatiha. Voilà, donc moi personnellement ça m'a choqué. Il joue pour un pays, on s'en fout n'importe quoi. Chrétien. Et donc pour prouver qu'il soit musulman, Mouskine a été obligé de réciter la sourate al-Fatiha. Voilà, juste un petit coup de gueule pour dire qu'ils sont toujours en 1962 à 2017. Merci voilà. En tout cas, merci à toi, merci Farid du côté de Metz. Incroyable, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ouais, voilà. Les auditeurs sont là pour ça aussi, pour relier des petites infos qu'on n'entend pas ailleurs. Allô, bonsoir, quel est votre prénom et ville d'appel? Oui, moi c'est Kamel de Paris. Comment allez-vous, Christophe? Bonsoir Kamel, vas-y, enchaîne. Oui, un petit mot sur les taxis. Je voulais parler d'autre chose, mais je vais parler des taxis. Oui, moi, vas-y. Je respecte beaucoup les VTC, mais simplement ce que je trouve, je ne comprends pas pourquoi ils choisissent toujours ce métier, alors que vraiment, quand Uber, c'est vrai, ils les exploitent, tout à fait d'accord. Mais je comprends pas pourquoi ils choisissent pas d'autres métiers où il y a manque de personnel, manque de, je cite, les métiers manuels, la plomberie, l'électricité. Je réponds à ça, justement. Et ce que je trouve, je les soutiens, bien sûr, j'espère qu'ils vont pas mal me comprendre. Et je trouve vraiment
je ne comprends pas. Merci Kamel pour ta question. Merci à toi. Oui, t'as une réponse, Yasser? On vous promet 5 000 € et une Mercedes. Je veux dire, pour une personne qui est sans emploi, qui galère, forcément, c'est le miroir aux alouettes. Ouais, c'est l'appât. En fait, c'est l'appât du glamour et de l'accessible. Exact. Allô, bonsoir, prénom, ville d'appel. Oui, bonsoir Christophe. Prénom et ville d'appel. Stocké de Paris. Salut, on t'écoute. Salut Christophe, bonjour à Yasser. Bonjour. Alors moi je voulais parler simplement d'Halil Boubacar. Enfin voilà, j'arrive pas à comprendre comment un type comme ça peut supporter l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi. J'avais cru comprendre qu'il était son soutien lors de je ne sais plus quelle élection. Mais et je voulais avoir, s'il te plaît, le commentaire de Yasser, parce que j'ai cru comprendre que c'était un ancien porte-parole au sujet de ce monsieur, quoi. Non, j'ai jamais été porte-parole de Boubacar, moi. Non, porte-parole il a été ancien porte-parole. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Oui, voilà, en tant que musulman, je veux dire, en tant que musulman, qu'est-ce qu'il pense d'Halil Boubacar qui nous fait plus contre autre chose, quoi. Merci pour ta question, Yasser. Moi, je réponds pas à ces questions-là. Elle veut dire, moi, je m'engage jamais dans des conflits de type, je nomme les personnes et je règle mes comptes avec eux. Donc non, je répondrai pas à ça, non. Très bien. Il a pas envie de répondre. Allô, bonsoir. Prénom, ville d'appel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Votre prénom? Monsieur Kissi. Monsieur Kissi, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la Défense. Très bien, on vous écoute. Je suis un chauffeur de taxi. Oui. Et je demande à ces chauffeurs de VTC pourquoi ils font pas le taxi. J'en sais rien, moi, pourquoi? Faut passer une licence. Oui, c'est parce que pour acheter la licence, c'est cher et que voilà. Non, mais là, ils payent, monsieur Hubert, 25%, il donne 50 € par jour à Hubert. Plus, il paye les charges de sa voiture et il paye la voiture, ça lui fait dans les 120 €. Alors, s'il fait le travail de la G7, comme chauffeur, il n'a rien à payer. Donc, il paye les 100 € à la G7 ou d'autres sociétés. Très bien. Écoutez, merci pour la question. On n'a pas forcément la réponse, je tiens à vous le dire tout de suite. Enfin, peut-être qu'il y a ça là, mais je l'ai pas, moi. Non, j'ai pas. Non, voilà. Bon, et bien voilà, c'est fini. Stop. Pour aujourd'hui, voilà, 01 40 33 9000. On remet le couvert demain. Donc préparez vos petites inters, bien sûr, hein, et puis tâchez d'être efficace et au top pour cette petite chronique, pour nous dire ce que vous avez à nous dire en toute liberté totale. 01 40 33 9000. Dans un instant, mon cher ami Yasser, tu veux toujours pas nous dire ce que sera ton coup de cœur? Justement, je vais le dire, donc dès que j'aurai le top départ, je le dirai. Eh bien d'accord, tout de suite, donc juste après la pub, donc pour le coup de cœur de Yasser Louati. Le LGF France Maghreb 2, dans un instant, on va retrouver la Myanmar pour l'éphéméride et les événements qui ont marqué cette date du 16 janvier, juste après le rappel des titres de 18h de ce lundi 16 janvier. Puis on parlera évidemment de la Coupe d'Afrique des Nations. Tiens, est-ce que tu as su cette Coupe d'Afrique des Nations, Yasser? Non, on peut dire à distance. Moi, m'asseoir devant un match, j'ai vraiment pas le temps. Ouais. Bon, en tout cas, on en reparlera tout à l'heure, mais sachez que à l'issue de la première journée, l'Algérie a fait match nul avec le Zimbabwe. Et la Tunisie a malheureusement perdu, bien qu'elle ait quand même essayé de jouer et d'offrir des multiples occasions, mais elle a perdu face à une équipe beaucoup plus réaliste, qu'est le Sénégal, qui a gagné donc 2-0. Et l'entrée en liste ce soir du Maroc face à la République démocratique du Congo, c'est à partir de 20h ce soir. On vous tiendra évidemment informé, bien sûr, et on passera en guise de coup de cœur pour finir cette émission, justement une chanson pour encourager les Lions de l'Atlas, le Maroc, pour son premier match à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est parti pour le coup de cœur de Yasser Louati. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors, surprise, tu nous l'as réservé jusqu'au bout, jusqu'à la fin, mon cher ami Yasser. Pour qui va ce coup de cœur? En fait, j'ai pas voulu m'exprimer parce que vraiment j'y tiens, et c'était pour d'abord saluer une personne qui est vraiment active auprès des migrants, des réfugiés, que voilà, enfin on connaît leur situation. C'était pour apporter d'abord mon soutien à Oussam El Hassimi, qui est poursuivi en justice. Donc après la criminalisation des réfugiés, maintenant on veut dire la chasse aux réfugiés, maintenant c'est le délit de solidarité. Maintenant on commence à voir de plus en plus de militants qui leur viennent en aide se retrouver devant les tribunaux pour justement délit de solidarité. Et la personne justement qui se retrouve poursuivie, c'est un militant, Oussam, que je salue d'ailleurs de là où je suis, qui travaille depuis des mois et depuis une période assez longue pour connaître l'éthique à laquelle il adhère, qui se retrouve maintenant poursuivi par la police, qui justement l'a tabassé pour son soutien aux migrants et qui demain donc sera en procès
au TGI de Paris, à la 28e chambre. Donc j'appelle toutes les personnes qui sont disponibles demain matin de se rendre en masse pour apporter leur soutien à Oussam El Assimi, justement pour exprimer cette solidarité qui nous manque tant, et qu'en plus, pour ceux qui se sentent coupables et qui ne savent pas comment aider les réfugiés et les migrants, dans ce cas-là, qu'ils apportent leur soutien à ceux qui leur viennent en aide. Donc s'il vous plaît, moi j'y serai personnellement pour lui apporter mon soutien. Donc rendez-vous demain à partir de 9h au tribunal de grande instance de Paris, à la 28e chambre. Et je relais aussi l'appel qui est publié sur le blog de Mediapart par la Chapelle en lutte. Relax pour Oussam El Assimi. Pétition pour en finir avec le délit de solidarité. Très bien, donc demain rendez-vous à partir de 9h, donc c'est au tribunal de Paris. Au TGI de Paris, exactement. TGI de Paris, donc soyez là et au rendez-vous puisqu'on parle des migrants et qu'il nous reste quelques minutes, cher ami Yasser. On peut revenir évidemment sur le sort qui est fait à ces migrants et justement à ces polémiques qui ont pas forcément été relayées par les médias, et ça c'est une catastrophe. Ces policiers, alors sur ordre probablement, retiraient les couvertures de ces migrants. On sait qu'en ce moment il fait très froid. Vraiment, j'attire toute votre attention. Imaginez-vous, cette nuit on pourrait atteindre demain matin les -5 degrés à Paris. Il y a des gens qui dorment sur les trottoirs et ça n'a l'air de choquer personne, Yasser. Parce que personne ne se sent concerné malheureusement. Donc le problème c'est que cette question des retraits de couverture, de confiscation des couvertures des réfugiés et des migrants, elle n'est pas d'hier. C'est parce que Médecins sans frontières a publié un communiqué qu'on en parle. Mais la politique actuelle, elle est appliquée depuis plusieurs mois. Le fait qu'on pourchasse manu militari les réfugiés, c'est pas nouveau. Qu'on leur court après dans les rues de Paris, c'est pas nouveau. Et le fait même qu'on mette des camions bennes justement pour les empêcher de camper n'est pas nouveau. On est véritablement dans une politique qui est en fait soutenue aussi bien par le gouvernement que par les différents maires de Paris. Et j'attire l'attention sur le fait que la mairie de Paris, au-delà des déclarations de circonstances, ouais. Vous savez, comme tu l'as dit, -5 degrés dehors. Est-ce qu'on court vers une hécatombe pour pouvoir ensuite se dire on aurait dû agir? Non, il y a un moment, il faut arrêter. Ouais, absolument. En tout cas, n'hésitez pas, effectivement, comme l'a conseillé Yasser, de vous rapprocher de ceux qui viennent en aide aux migrants. Et il y en a beaucoup. La Chapelle debout, par exemple, oui. Par exemple. Ou les militants de la Chapelle en lutte. Dans ce cas-là, il va falloir avancer ensemble. Parce que de toute façon, ces réfugiés sont là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les exterminer, c'est ça qu'on veut. Ils ne vont pas disparaître. Donc justement, il faut les aider. Et celui qui peut le faire de manière financière, de manière à leur offrir un logement, ou justement, moi je préconise l'aide à ceux qui sont spécialistes de la question, aider les militants qui sont sur le terrain, parce que ces réfugiés ne vont pas disparaître. Ils sont là et ils sont là pour rester. Donc évidemment, c'est un devoir aussi d'aider. J'allais même pas rentrer sur le chapitre religieux parce que j'ai pas envie de tomber là-dedans, mais un devoir de citoyen, d'humanisme, que d'aider les gens qui sont évidemment dans le froid, dans la rue. C'est pas par gaieté de cœur qu'ils sont là, hein, Yasser. Hein. Faut le rappeler chaque fois. On veut nous faire croire qu'ils sont venus ici pour voler ce qui appartient aux Français, mais personne ne quitte son pays s'il n'a pas été contraint de le faire. Je veux dire, le cynisme est tel que même Emmanuel Macron a osé dire les migrants sont une opportunité économique. Mais si vraiment ces migrants étaient une opportunité, comme il le dit, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas les chercher au lieu d'avoir, comme pour 2016, 5000 morts en Méditerranée? Donc non, personne ne choisit la route de l'exode si ce n'est parce qu'on a été obligé de le faire. On ne quitte pas son pays par gaieté de cœur. Demain autour de cette table, Karim Bolbour et Jamel Lamri pour commenter l'actualité avec vous. Tiens, je vous donne le programme de la semaine. Mercredi, Hicham Terak et Maïssa Leroy. Jeudi, nous aurons Hakim Rahal, Jean-Marc Zebellus et Hamid Karmani. Et vendredi, Tarek Pami et Bouchra la Baronne. Voilà pour le programme de cette semaine, ma foi, très sympathique. À chaque jour, son lot de surprises et de réflexions apportées dans cette émission qui se poursuit dans un instant avec Amar, avec la Coupe d'Afrique des Nations, avec la télé des programmes et notre petit coup de cœur pour finir cette émission. Merci beaucoup, Yasser. Merci à toi, Christophe. À la semaine prochaine. J'espère. Oh bah oui, j'espère aussi. Merci beaucoup. C'était Yasser Al-Wati donc qui est avec vous et ce depuis 16h sur France Maghreb 2. Passez tous et toutes une excellente soirée et donc voilà, demain matin on l'a dit, on le rappelle, des températures, une vague de froid en fait qui traverse l'Europe et la France et des températures négatives partout, de -5 degrés à Paris, dans Paris. Ça veut dire que en grande banlieue, ça pourrait descendre à -7, -8. -8, c'est ce qu'il fera demain matin. Tiens, par exemple, à Clermont-Ferrand, -7 à Dijon. Bonne soirée et tâchez de penser à ceux qui sont dehors. Merci d'être avec nous. 18h, le rappel des titres de l'actualité. Marine Garel, bonsoir Marine.